Merci d'être avec nous. La bataille du second tour des municipales. Tout va très vite ce soir à Paris. Rachida Dati et la liste commune avec Pierre-Yves Bournazel à gauche. La division PS nationale qui dit non aux alliances avec la France insoumise. Déjà, ça craque de partout. Poussée de la France insoumise, vous êtes là, Daniel Obono. Est-ce une nouvelle carte de France qui se forme sous nos yeux? On parlera aussi de l'Union des droites. Vous êtes là, Julien Audoul. Merci à vous aussi. D'abord, ce qui se passe à Paris, et sont avec nous aussi Richard Verly et Renaud Girard, la déclaration de Madame Dati. Nous nous sommes mis d'accord sur quelques mesures clés. Ce qui paraissait encore impensable il y a quelques jours, ils avaient eu quelques mots assez difficiles les uns avec les autres, mais enfin le combat politique de deuxième tour change. Madame Dati, j'appelle à tous ceux qui veulent le rassemblement le plus large possible, et de fait les choses sont en train de se faire. Richard Verly, ça y est, il y a une liste Dati-Bournazel qui visiblement va se mettre en place. Ça y est, mais avec un élément quand même qui compte, c'est que Pierre-Yves Bournazel, si j'en crois Le Figaro, le journal de mon ami Renaud, eh bien, il n'en fera pas partie, puisqu'il va quitter le jeu. C'est quand même tout à fait symbolique. Comme vous le disiez, il y avait des mots échangés entre eux qui étaient vraiment peu amènes. Eh bien, Pierre-Yves Bournazel en tire les conséquences. On ne peut pas s'empêcher de penser que cette fusion est d'abord le résultat d'une pression d'Édouard Philippe, puisqu'on sait qu'Édouard Philippe s'était voulait qu'il y ait ce rapprochement. En tout cas, pour Pierre-Yves Bournazel, ce ne sera pas le pari de Dati. Allez, soyons un peu sadiques, un peu avec Julien Audoul. Julien Audoul, regardez la petite liste qu'on voit là. Alors, il y a beaucoup d'autres endroits en France où il y a de bons résultats. À Paris, alors franchement, que pèse le Rennes quand on voit la liste là? Il n'y a pas grand-chose, hein. Mais Paris n'est pas la France, premièrement. Et puis ça fait des années qu'on le sait que c'est pas une terre où la sociologie nous est favorable. Pour autant, encore une fois, moi je respecte les électeurs qui ont préféré se porter sur Sarah Knafo, qui a bénéficié, il faut bien le dire, d'un emballement médiatique autour de sa candidature, nonobstant le talent qui est le sien. Qui soutenez-vous? Allez, allons en air. Qui est-ce que vous soutenez alors? J'observe quand même que dans ces petites tambouilles, ces magouilles d'appareils entre Monsieur Bournazel et Madame Dati, en fait, on exclut les électeurs de Madame Knafo, qui visiblement ne sentent pas assez bons, qui ne sont pas compatibles avec les valeurs de Madame Dati. Mais je pense que Madame Dati n'a pas envie de gagner. Elle veut, comme la droite parisienne depuis 25 ans, rester dans l'opposition, confortablement, parce que si véritablement il y avait une ambition pour gagner, il y aurait cette grande alliance, ou en tout cas elle aurait tendu la main à Mme Knafo. Attendez, Julien Audoul. Tout à l'heure sur ce plateau, Jean-Philippe Tanguy disait on veut faire barrage à la gauche. Maintenant le barrage à la gauche, c'est Rachida Dati, qui d'autre? Non mais très clairement, oui, barrage à la gauche, je veux bien, mais l'attitude qui est de dire je fais le rassemblement, mais pas avec Madame Knafo, parce que je n'aime pas ses idées, parce que je n'aime pas ses électeurs, etc. Excusez-moi, c'est pas au niveau d'un véritable barrage à la gauche et d'une volonté d'alternance. C'est vrai que la droite française est encore totalement hypnotisée par la gauche, par les journaux de gauche, par comment plaire à la gauche, comment pas être ostracisé, comment pas par les milieux de la gauche, et y compris de la gauche caviar. Et je crois qu'en fait, la gauche en France, elle a le droit de s'allier pour gagner. Moi, je l'ai vu s'allier pour gagner en 1981. Il y avait un parti qui s'appelait le Parti communiste. Vous savez, qui a une histoire assez lourde, qui s'était allié avec les socialistes et les radicaux de gauche pour gagner. Eh bien, la droite, et la droite classique, Madame Dati, elle ne veut pas d'une union des droites, comme aux États-Unis, autour du Parti républicain. Et donc, le résultat, il est extrêmement simple. Madame Dati va perdre la mairie de Paris. Attendez, on verra ce qui se passe, quoi qu'il en soit. Quand on voit c'est avec ces 3 idées que vous avez annoncées que vous croyez que ça va faire changer les électeurs? Regardez, si vous additionnez les voix de gauche, on va les afficher. Vous avez à peu près 50%. Et les autres, les voix de droite, sans prendre Sarah Knafo, vous avez 37 à peu près. Donc c'est pas avec 3 idées jetées dans la dernière semaine que vous arrivez à combler. Daniel Obono, vous pesez, hein. Daniel Obono, effectivement, il faut dire, c'est un des endroits où il y a ce que M. Mélenchon appelle la magnifique percée de la France insoumise. De fait, pour la France insoumise, 11,72, c'est un bon résultat. Oui, effectivement, on démultiplie nos résultats à Paris comme à travers le pays, mais c'est surtout parce que nous avons su convaincre sur le fond d'un programme qui vise à transformer, changer, améliorer la vie des habitants et habitantes des communes de France au quotidien. Et
un grand nombre d'entre elles et eux ont décidé qu'il fallait mettre en responsabilité au niveau local des insoumis et des insoumises, et plus largement, puisque dans beaucoup de configurations, nous sommes d'ores et déjà au premier tour avec d'autres sensibilités politiques. Nous a rejoint François Calfon. Vous êtes avec nous. Merci beaucoup François Calfon, député européen, membre du bureau national du PS, puisqu'on va parler des alliances, puisque la gauche a ses questions aussi avec la France insoumise. Une image encore qui est de Paris, qui donne un peu le ton de la France, c'est la division de Paris. Regardez, parce qu'on va beaucoup parler aussi de la démographie, de ce qui fait en fait le substrat. C'est très impressionnant. Les deux Paris, et ça existe depuis 1870, depuis la Commune, il y a toujours eu un Paris plus à gauche et l'autre plus à droite. Union de la gauche qui arrive première partout, on voit là les arrondissements en rouge. Union de la droite, commentaire. Le Paris, certains disent le Paris des bobos et le Paris des... Oui, vous savez, dans les pays, dans ces 1, 2, 3, 4, c'est quand même des pays extrêmement, c'est des arrondissements extrêmement bobos, c'est la gauche très caviar, parce que c'est plus cher d'avoir un appartement dans le 4e que au fin fond du 16e, Darius Rochemin. Et vous n'êtes pas là depuis très longtemps, mais les Parisiens le savent. Je n'habite ni dans l'un ni dans l'autre. Voilà. Et, mais effectivement, il faut reconnaître que la gauche est appréciée par les Parisiens. Sans doute, il faut dire que parce que il y a un bilan de la gauche, c'est vrai que par exemple, Madame Hidalgo a tué la voiture à Paris. Moi, je crois personnellement, je suis un des rares hommes de droite à penser qu'elle a eu raison de le faire, en laissant quand même prendre une voiture pour amener sa grand-mère faire des courses, etc. Mais dans l'usage normal, le Parisien ne prend plus sa voiture, et ça, je pense que c'est un succès. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Les Parisiens, y compris ceux des quartiers chics, 1, 2, 3, 4, 5, sont reconnaissants à cette politique de Madame La gauche divisée. Regardez, le principe et la réalité. Le principe, c'est ce qu'a dit Olivier Faure. Il n'y aura pas d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise. La stratégie de conflictualisation de Jean-Luc Mélenchon a atteint ses limites. Ça, c'est ce que disait Olivier Faure. Hier, la pratique est très différente. Ça craque de tous les côtés. Nantes, Brest, Clermont-Ferrand, Toulouse, ces villes notamment sont des villes où les socialistes concluent ce qu'on appelle des accords techniques avec la France insoumise. Qu'est-ce que ça veut dire, accord technique, François Calfon ? Moi, je ne sais pas, je connais que des accords politiques, et je suis défavorable à ces accords. Donc, il y a eu un texte du Bureau national du PS qui demandait des choses très très simples, c'est de prendre des distances avec les propos de M. Mélenchon qui ont été ouvertement antisémites, et de faire le ménage dans ses rangs au sein de la jeune garde dite antifasciste, qui est en fait une ligue violente. Donc ça, c'est tout à fait clair. Ensuite, je voudrais quand même dire que ça concerne quand même une minorité de cas, mais sur lequel je vais bien sûr m'appesantir, c'est important. C'est des villes très importantes, pardon. Nantes, Brest, Clermont-Ferrand, Toulouse, ils peuvent même faire gagner la France insoumise, après avoir dit le contraire à l'échelon national. On verra. Je retiens qu'il y a quand même des colistiers de M. Briançon qui ont quitté cette liste, que Carole Delga rend une interview demain à la Dépêche, qui se prend ses distances extrêmement nettes avec finalement cette soumission à LFI, sans même que M. Piquemal ait abjuré des fautes et des outrances de la France insoumise. Je veux retenir aussi que soir, parce que évidemment, François Calfon, puisque vous la prenez à partie, laissez répondre s'il vous plaît, comme la France insoumise. Vous dites outrance, vous dites faute, vous employez le mot de faute, juste qu'on ait la réaction de Daniel Obono. Je crois que ce qu'ont montré les résultats de dimanche dernier, c'est que ce qui est arrivé au bout, c'est la stratégie qui vise depuis des mois et des mois à stigmatiser, à sortir et caricaturer tous les propos, à nous traiter de tous les noms. En fait, non, les gens sont bien plus intelligents que ça. Les gens vont à la source, écoutent, lisent les programmes et sont convaincus sur le fond. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce que nous proposons, nous, en cohérence, depuis des mois, depuis le début de notre stratégie, ça a été notre stratégie en 2022 quand nous avons constitué la NUPES, ça a été la stratégie en 2024 quand nous avons constitué le NFP, nous voulons faire gagner la gauche de rupture. Est-ce que le PS se décrédibilise, madame la députée, quand on dit, la veille, il n'y aura pas d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise, et le lendemain, le même PS qui dit, tout à l'heure, c'était en début de soirée, il comprend les alliances, je ne sais pas si on peut afficher sa déclaration,
déclaration. Je comprends parfaitement les choix qui sont faits. Ça s'appelle en bon français le n'importe quoi. Alors c'est sympa parce qu'on a le droit de slalomer, non, mais c'est n'importe quoi. C'est une faute politique de mon point de vue et ça s'ajoute à des mois et des mois où le Parti socialiste a renié son engagement. Je viens à peine de commencer, vous m'avez posé la question, voilà, je vais au bout, si vous me permettez, je viens de commencer à parler, pour dire que après avoir effectivement soutenu le gouvernement Le Cornu et permis le passage en force de ces budgets de malheur, le voilà effectivement qui considère que il ne faut plus s'opposer à la droite et faire barrage à l'extrême droite. Et je pense que c'est une faillite totale, parce que ça n'empêchera pas les électeurs et les électrices de se rendre compte dans les faits, sur le contenu, sur le débat. Parlons programme. Cessons les anathèmes. Franchement, enfin... il vous traite d'antisémite, donc on peut pas... Il n'y a pas pire comme anathème. D'islamo-gauchistes, d'éco-terroristes. Mais est-ce que ça, c'est de la politique? Est-ce que ça, vous croyez que ça convainc les Français et les Françaises? Non, si on pouvait éviter les anathèmes et arriver sur le fond, qu'est-ce qu'on propose? Et quel est le problème de fond, en fait? Parce qu'en fait, tout ça n'intéresse personne. Si vous avez retenu une leçon des derniers mois, c'est peut-être qu'il faut passer à autre chose et commencer à faire de la politique sur le fond. On n'est pas la France insoumise où il y a un monologue. Donc, mais en fait, si c'est pour écouter des anathèmes, ça ne sert à rien. Je crois qu'elle ne veut pas vous écouter, François Calfon. Alors, s'il veut que j'abjure quoi que ce soit de son pesément condamnable, je ne vais rien abjurer. Il n'y a rien à abjurer, ni de condamnable, ni de rien. Je défends un programme sur le fond. Discutons du fond. Monsieur Rochebin, on peut peut-être parler, parce que là, c'est un monologue de Madame Obono, c'est très sympathique. Vous voyez, à l'instant même, il y a une expérience sociale tout à fait intéressante. Madame Obono dit qu'elle prône les accords, mais en même temps, elle a dit qu'on était des traîtres, des macronistes, etc. Chasser le naturel, il revient au galop. Et l'expérience sociale, si, c'est ce que vous venez de faire en disant qu'on a voté le budget des macronistes. L'expérience sociale qu'on vient de faire à l'instant montre à quel point les socialistes qui vont s'embarquer dans des majorités avec les macronistes ont bien du souci à se faire. Ensuite, sur le monde parallèle dans lequel vit Madame Obono, en nous expliquant à quel point la France insoumise sort finalement en tête de toutes les élections, et la vérité n'est pas celle-là. La vérité, tous les tableaux étaient dit. Laissez-moi juste terminer. Vous êtes en régression, peut-être dans 2 endroits, mais le score de Jean-Luc Mélenchon est en régression partout. Et je vous le répète, le jour où la France insoumise ne fera que ne serait-ce que 10% des villes gérées, alors que nous en avons gagné 380 hier, eh bien, pardon de vous dire, à ce moment-là, on pourra discuter. Mais moi, je veux juste rétablir un certain nombre de faits. Allez, soyons plus directs. François Calfon, s'il vous plaît, je peux vous poser une question. François Calfon, mais s'il vous plaît, ayez la politesse l'un et l'autre d'entendre l'un et l'autre. Avec plaisir. S'il vous plaît, François Calfon et Daniel Obono, est-ce que vous pourriez figurer sur une même liste? Oui ou non? Mettons que vous puissiez figurer sur une... Est-ce que c'est imaginable? Je soutiens Monsieur Grégoire, et je ne souhaite pas de fusion de liste avec Madame Chikirou. Et je vais même vous dire encore plus clair, puisqu'il y a un propos qui a été prononcé. Moi, si j'étais à Toulouse, je ne voterais pas pour Monsieur Piquemal, c'est très clair. Et Madame Obono, vous pourriez figurer sur une liste avec François Calfon? Moi, je figure sur une liste qui se bat pour un programme. Donc, j'aimerais connaître quel est le désaccord que Monsieur Calfon a avec la gratuité de la cantine pour les enfants, avec des centres de santé municipaux, avec la mise en place au niveau local des polices municipales. Julien Audoul. Avec le boycott des commerces juifs, par exemple. Avec le boycott des commerces juifs. Enfin, Julien Audoul. Bon, c'est normal là de m'interrompre et de se remettre à sortir des anathèmes. Je vous ai laissé tranquillement. Je sais que on n'est pas dans un colloque de gauche et d'extrême gauche. Si je peux en placer une, ça fait 10 minutes que vous parlez. Je vous écoute, j'ai les oreilles qui saignent. Donc si je peux en placer une, moi j'aimerais vous dire. J'ai été interrompu à chaque fois que j'ai parlé. C'est toujours la même rhétorique, Madame Obono. Mais Madame Obono, on est obligé de partager la parole. Madame Obono, vous avez plus de temps de parole à ce stade. Pardon, il va falloir partager la parole quand même, de toute façon. Excusez-moi. Alors finissez votre phrase. Excusez-moi, je n'ai interrompu personne sur ce plateau. Votre phrase. Monsieur Audoul a commencé à parler, il y a eu un tour de table. Quand je commence à parler, on m'interrompt systématiquement, je ne peux pas aller au bout de ma phrase. J'étais en train de vous répondre quand Monsieur Audoul se met à nouveau à sortir des anathèmes. Je ne suis pas d'accord pour avoir une discussion où on continue les anathèmes de ce type-là. Monsieur Audoul a eu des propos extrêmement graves. C'est votre programme. À quel moment... Non, excusez-moi. Madame Obono, ne vous emportez pas. Je ne suis pas d'accord. Madame Obono, on va aller sur le fond. On ne va pas vous voulez le désarmement des polices municipales. Je ne suis pas d'accord pour qu'il ait pu à Montreuil, vous voulez boycotter les commerces juifs. S'il vous plaît, pas ensemble, on n'entend pas. Pour qu'il ait pu être dit Madame Obono, à nouveau
qu'il y ait quoi que ce soit dans notre programme qui appelle à boycotter des commerces. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Je ne répondrai pas là-dessus. C'est le programme de votre liste à Montreuil. Je demande, monsieur Orgemin, que cela s'arrête. C'est inacceptable. Et donc, si vous m'invitez ici pour écouter des anathèmes et devoir répondre à ce mais vous n'êtes pas en meeting, cet individu d'extrême droite qui m'insulte, je vais m'en aller tout de suite. Je vais m'en aller tout de suite. Souffrez la contradiction. Ce n'est pas de la contradiction, ce sont des anathèmes. S'il vous plaît. Monsieur Orgemin, ce n'est pas de la contradiction, Et ce si n'est je pas peux du me débat. permettre, madame, baissons d'un ton, je vous rappelle que c'est monsieur Calfon qui est de gauche comme vous, qui a dit qu'il y avait des éléments antisémites dans votre parti. Oui, mais c'est pas une raison. Non, mais je vous le dis, je ne suis pas là pour me faire à nouveau insulter. Mais vous avez tout à fait raison. C'est factuel. Mais vous avez tout à fait raison. Donc, mais si vous voulez les autres des ont le droit gens de qui se parler fassent aussi. insulter Vous par avez dit des groupes d'extrême droite, monsieur Calfon. Les autres ont le droit de parler aussi. D'accord, mais en fait, dans ce cas, ne m'invitez pas, parce que je ne suis pas là pour me faire insulter. Mais on ne peut pas inviter que des LFI, madame. Non, On est non, mais obligé d'inviter des... on discute du fond. Alors, parlons... Il est possible d'avoir des débats respectueux. Parlons de l'exemple. Y compris avoir des désaccords, mais on parle du fond. Je n'accepte pas qu'il soit dit des choses pareilles de la diffamation. Madame, s'il vous plaît. Vous avez dit que la MAF, c'est un groupe de résistance. Ça suffit, s'il vous plaît. Ça suffit parce que c'est pas... C'est vrai. Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Alors, parlons de l'exemple de Marseille. Marseille est un cas intéressant parce que... Excusez-moi, j'avais commencé une phrase, notamment pour aller dans le sens de monsieur Calfon, sur la mythologie LFI qui dit qu'ils ont gagné ce premier tour. Je constate que dans les communes de plus de 3500 habitants, LFI est arrivé en tête dans seulement 5 villes. Et notamment, on constate des reflux terribles, notamment à Marseille. Je rappelle que monsieur Mélenchon a fait 31% au premier tour de la dernière élection présidentielle. Ils perdent 20 points avec monsieur Delogu. Pareil à Bordeaux, pareil à Lyon. Dans bon nombre de grandes villes, en fait, on assiste à une bérésina du vote LFI. Pourquoi ? Parce que les gens ont lu les programmes. Effectivement, madame Obono, ils sont intelligents. Et quand on lit votre programme qui empeste le soufre, avec des relents antisémites, avec le désarmement de la police, avec la fin de la propriété privée, avec les réquisitions de logements, avec une politique qui flatte le communautarisme, etc., je comprends que les gens n'aient pas envie de voter pour Julien vous. Audoul, soyez honnête, regardons aussi que la France insoumise a eu un certain nombre de percées et de succès non négligeables. Regardez ce qui se passe, par exemple, à Roubaix. Dans 5 villes. Regardez ce qui se passe à Saint-Denis, avec le succès de Bagayoko, élu au premier tour. On va voir les images qui le rappellent, porté par la foule dans sa commune. Dites un mot de ça, s'il vous plaît, Richard Verly, vous qui êtes un observateur beaucoup plus paisible de ce qui se passe. On voit là à quel point il y a dans un certain nombre de villes, de communes, un succès considérable de la France insoumise. Ouais, vous savez, moi j'étais allé en reportage à Saint-Denis au moment des Jeux Olympiques notamment. Mathieu Hanotin, le maire sortant, me semblait, il avait été favorable à Benoît Hamon au sein du Parti Socialiste, donc il était plutôt ce qu'on pourrait appeler l'aile gauche du Parti Socialiste. Il me semblait bien enraciné localement et je pense que c'est une belle victoire, électoralement parlant, que celle du candidat de la France insoumise. C'est une réalité. Et par ailleurs, alors le niveau national et les scores qui ont été cités, je les ai pas sous les yeux, mais il me semble qu'on peut pas nier, et vous venez de le dire Darius, que la France insoumise a fait une percée qu'on n'avait pas vu venir, ou en tout cas que les observateurs n'avaient pas cité. Et moi, je peux pas m'empêcher de faire un rapprochement avec quelque chose qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique, on en parle souvent pour d'autres raisons, c'est une sorte d'effet Mamdani. Il y a eu dans un certain nombre de villes françaises un petit effet Mamdani, c'est-à-dire un électorat de gauche qui ne s'estime pas représenté par les sociaux-démocrates, qui veut plus d'action, notamment dans un domaine comme le logement. La sécurité, vous avez raison, monsieur Odoul, c'est un des sujets qui clivent à propos de la France insoumise, mais on peut pas nier ça. Et l'approche, j'allais dire, agressive, dans le bon sens du terme, de la France insoumise sur des questions comme la gratuité des transports, le logement ou la gratuité des cantines, c'est quelque chose qui rappelle quand même, c'est factuel ce que je dis. Alors, qui si vous, rappelle attendez, je vous donne la parole tout de suite, mais pour illustrer ce que dit Richard Verly sur ce côté Mamdani des choses. Non, je fais juste un pour écouter, s'il vous plaît, je vous donne la parole. Écoutez ce que disait sur notre antenne hier, c'est très intéressant qu'on soit d'accord ou non avec lui, Bali Bagayoko, sur le fait que, oui, il y a une population d'origine immigrée très importante à Saint-Denis, mais il le revendique en disant, mais oui, ça fait partie de notre identité, on ne veut surtout pas que cela change, écoutez-le. Nous sommes pour une société pour tous et nous ne serons jamais du côté de celles et ceux qui viendront diviser Saint-Denis. Nous ne serons jamais du côté de celles et ceux qui porteront des politiques racistes et nous ne serons jamais du côté de celles et ceux qui vont vouloir gentrifier nos populations et faire en sorte que nos populations historiques quittent nos territoires. Voilà. Réaction là-dessus ? Oui, alors
il est tout à fait fondé à dire ça. Il a été élu et il a tout à fait fondé à faire une grande fête pour célébrer une belle victoire, parce qu'il faut reconnaître. Quand il dit que c'est la réalité électorale et qu'au fond, Jean-Luc Mélenchon a réussi ça, qu'on soit d'accord ou non, il a réussi à s'implanter fortement. C'est incontestablement une réussite. Il y a une chose que j'ai à reprocher, qui n'a pas été dite, une chose que j'ai à reprocher à cette fête. J'ai vu des images de cette fête, mais il y avait le son, on entendait ce que les gens disaient, et à un moment, ils se sont mis tous à crier « Gaza, Gaza, Gaza ». Je ne vois pas du tout ce que l'affaire israélo-palestinienne a à voir à des élections municipales. C'est le carburant électoral. C'est leur carburant électoral. Je ne vois pas du tout la moindre relation, et je ne vois pas d'ailleurs du tout la moindre relation de ce conflit qui est ancien avec la République française, qui n'a pas la moindre responsabilité là-dedans. Et c'est ça qui m'inquiète. Et est-ce que ce Gaza, Gaza, Gaza n'est pas effectivement une sorte de langage en dessous pour stigmatiser un électorat juif qui, par ailleurs, est très favorable à Israël? Ça n'a rien à voir avec la gestion municipale. Vous voulez répondre là-dessus? Je ne sais pas à quoi répondre à des propos de ce niveau de complotisme. Il se trouve que les municipalités ont une action en matière internationale. Si vous aviez lu notre programme, vous sauriez que dans notre programme, nous défendons la solidarité avec des communes dans des pays où des peuples sont opprimés, avec la Palestine, où il y a des jumelages que nous proposons avec le Soudan, avec le Congo. Donc la question internationale, si elle a une dimension locale, mais ce n'est pas l'ensemble de notre programme, il est bien plus riche que ça, mais permettez quand même que je rectifie ce qui a été dit précédemment. Notre mouvement a 10 ans d'existence. En 10 ans d'existence, nous avons participé à 2 élections municipales majeures. Donc, quand on analyse les choses de manière un peu honnête, on fait des comparaisons entre des élections similaires. Oui, nous n'avons pas l'ancrage d'organisations qui ont plus d'un siècle d'existence ou un demi-siècle d'existence. Mais, en l'occurrence, quand on regarde justement dans l'histoire de notre mouvement, si nous faisons effectivement un beau succès que ce premier tour, et je pense que le second tour sera aussi un succès. Quand Bali Bakayoko, que je salue et que je félicite de sa très belle campagne à Saint-Denis, remporte la deuxième grande ville d'Île-de-France, c'est une belle victoire. Quand David Guiraud arrive en tête à Roubaix, c'est une belle victoire. Et nous aurons des centaines et des milliers de conseillers municipaux. Sur la réussite, j'aimerais vous entendre aussi, François Calfon. Si de fait, la force de la France insoumise, on apprécie ou non ça, mais et il a réussi. On voit ça, un certain nombre a capté un électorat fortement. Ben oui, c'est vrai que ça a été dit un instant par Daniel Obono. Il n'y a pas la même histoire, il n'y a pas le même passé d'ancrage du Parti socialiste de Jaurès et de Blum que de la France insoumise. Et c'est vrai qu'il faut aussi qu'on sache renouveler notre manière de parler aux catégories populaires, aux quartiers. On a été les inventeurs de la politique de la ville. Mais il faut constater que ça s'est un peu essoufflé. Donc il faut que nous puissions parler à ces populations. Également pardon, François Calfon, je vous interromps, mais votre référence, elle est révélatrice. Vous nous dites Jaurès et Blum, allez dans la rue en 202026. Pardon, grand respect à Jaurès et Blum, mais allez dans la rue en 2026. Allez à Saint-Denis, je suis pas sûr que Jaurès et Blum... Je voulais être dans le dialogue et pas simplement la stigmatisation. Donc je reprenais les propos de Daniel Obono qui dit l'implantation d'un parti centenaire. J'imagine qu'elle parlait du Parti socialiste. En cela, je n'ai rien dit stigmatisant, etc. Bon, ensuite, je reconnais que c'est vrai que sur certaines populations, dans les quartiers populaires où nous avons inventé, je le dis, la politique de la ville avec les restructurations, la démolition des quartiers, il faut aussi que nous puissions nous réinventer. C'est vrai que tout cela existe, notamment la nouvelle génération, et que de ce point de vue-là, il y a sans doute des paris qui ont été réussis par endroits. Il faut aussi un équilibre. Regardez, M. Delafosse a été élu à Montpellier. Il a une police municipale fort nombreuse. Je constate que les Montpelliérains en sont satisfaits. Madame Obono dit dans notre programme, il y a la gratuité. La gratuité, Monsieur Delafosse la pratique dans les transports. À Montpellier, les lignes de tramway sont gratuites. Et dans ce cas-là, il est plein de succès. Et il arrive par endroits que des politiques soient moins comprises. C'est le cas à Saint-Denis, où finalement la perception de la population, ça a été que peut-être que le volant de la sécurité, qui est un droit pour tous les habitants, n'avait pas une deuxième jambe sur la question sociale ou le maintien des populations. J'entends ce qu'a dit M. Bagayoko, je salue son élection, parce que moi je suis un républicain, que peut-être il y a eu des défauts, parce que manifestement, et M. Hanotin et M. Delafosse ont été élus au même moment,
avec des succès différents. Mais vous savez, il y a 36 000, alors c'est plus tout à fait 36 000, 35 000 communes en France. Donc malgré les étiquettes nationales, il peut y avoir des perceptions différentes. Mais je le redis, parce que l'effet de loupe, c'est on commente la France insoumise qui, au total, au deuxième tour, animera moins d'une dizaine de communes, là où nous en animons 400. Alors je veux bien que ce soit le produit de l'histoire, mais c'est aussi le produit de l'ancrage finalement de nos maires. Et ce soir, on n'insiste que sur les villes dans lesquelles il y a un accord dit technique que je ne comprends pas entre la France insoumise et le Parti socialiste. Mais à Lille, l'accord se fait et je suis sûr que le maire de Lille sera élu avec les Verts. À Rennes, Madame Apparet fait un accord sans la France insoumise. À Bordeaux, les Verts se passent de la France insoumise. Monsieur Payan, qui est pourtant agressé par l'extrême droite, n'a pas besoin de la France insoumise. Monsieur Grégoire non plus. Donc vous voyez, on met la loupe là où on le souhaite. Moi, je suis très ouvert. Je salue de manière républicaine l'élection de M. Bakayoko. Il y a sans doute des perceptions municipales, et je vois à l'image notre intervenant sur le fait que ça ressemble au mix qui est proposé par le maire de New York. C'est un phénomène mondial. L'alliance d'une certaine jeunesse qui remet en cause une certaine forme d'universalisme et les quartiers populaires, et puis les combats internationaux. Et d'ailleurs, je le dis au passage, ça me permet de rendre la parole à Madame Obono. J'ai entendu qu'elle disait les combats internationaux, mais nous les partageons, nous soutenons le combat du peuple palestinien. On va avancer un peu, François Calfon. Je lui pose une question au passage, ça me permet quand même de poser une question. François Calfon. Et je vous rends la parole. Est-ce que dans le programme de la France on va partager la parole, c'est pas une conférence. Liberté, c'est intéressant. François, je suis obligé de vous interrompre. Bon, alors, faites votre conférence, si vous voulez. C'est un dialogue. J'ai fini. Alors. Non, vous pouvez finir votre phrase. Non, mais s'il vous plaît. Non, on va parler de ce qui se passe à Marseille, s'il vous plaît. Regardez, avec la situation tout à fait intéressante où tout le monde reste en réalité à Marseille. Écoutez, à la fois le maire sortant et Monsieur Delogu pour la France insoumise. Pour l'instant, c'est le maintien général. Avec quelles conséquences, on va le voir. Marseillaise, Marseillais, Benoît Payan vient de déposer sa liste en préfecture et refuse tout front commun pour battre l'extrême droite à Marseille. Cette position, vous l'entendez, est irresponsable. Certains auraient pu, ou pourraient d'ailleurs dans les heures qui viennent, sortir par le haut en disant je me retire et c'est grâce à moi que le Rassemblement national ne va pas gagner. C'est peut-être ce qui va se passer d'ailleurs. Je ne leur ferai pas le plaisir de leur demander quoi que ce soit. Et rappelons l'ordre d'arrivée. Julien Audoul, est-ce que vous avez, selon vous, des chances de gagner ? Là, c'est plutôt le RN qui a réussi une percée considérable avec Franck Alizio. Oui, le résultat du premier tour est historique. Historique pour le Rassemblement national, historique pour Marseille. Et dimanche, Franck Alizio peut être le prochain maire de Marseille, à condition que les électeurs qui souhaitent le changement, qui souhaitent en finir avec la gauche et l'extrême gauche, je dis la gauche et l'extrême gauche parce que M. Payan, c'est exactement le même que M. Delogu. Ils appliquent la même politique, ils ont la même idéologie communautariste, ils ont les mêmes penchants, ils ont les mêmes déviances. M. Payan a fait campagne, a fait du racolage dans toutes les mosquées pour le ramadan. Ils ont exactement la même politique, la même stratégie. Donc M. Payan, il sait très bien qu'il va chiffonner l'électorat de M. Delogu et qu'il n'a pas besoin de faire une fusion. Donc tous les électeurs qui veulent le changement, qui veulent retrouver une ville sûre, qui veulent rendre sa fierté à Marseille, les électeurs de Martine Vassal, quand ils font des fusions et les attaquer aussi s'ils font pas de fusion. Les électeurs de Martine Vassal, mais au-delà des fusions, à un moment donné, il y a des choix. Quand vous allez au bulletin de vote, au bureau de vote, vous vous dites pas qu'il y a une fusion, il n'y a pas de fusion. Vous êtes libre. Et nous faisons confiance aux électeurs qui sont majeurs et vaccinés. Et très clairement, tous les électeurs, quels qu'ils soient, qui souhaitent le changement, qui souhaitent retrouver de la sécurité, de la fierté, une ville prospère et redresser enfin Marseille, doivent se tourner dimanche vers la candidature de Franck Alizio. Et j'espère qu'un grand nombre d'électeurs de Martine Vassal, qui, elle, fait le choix de se maintenir et donc de maintenir la gauche, j'espère qu'ils se reporteront sur la candidature de Franck Alizio pour faire gagner le changement. Est-ce qu'il se passe quelque chose aux droites ? Vous parliez de l'Union des droites tout à l'heure. Regardez évidemment ce qui se passe à Nice, où il y a une espèce de laboratoire qui s'est produit. Éric Ciotti, 43,43. On parle là des résultats définitifs. Christian Estrosi, très très loin derrière, à 30,92. Madame Juliette Chanel-Leroux à 11 et quelques. Là, Ciotti, qui incarne vraiment ça, l'union des droites, l'alliance de détachement de la droite traditionnelle vers le RN. Oui, il est favorable à l'union des droites. Il va d'ailleurs très certainement être élu, parce que même si M. Estrosi dit qu'il faut faire empêcher le fascisme de passer, parce que
il a repris, M. Estrosi, le terme de Benito adressé à M. Ciotti par une journaliste du service public. Ce qui est ridicule, parce que M. Ciotti c'était hors micro, c'est pas le sujet ici, c'était un hors micro, mais peu importe. Non, peu importe. Enfin, il a repris ça, parce que c'est dans la campagne électorale, Darius, donc il a repris ce terme, aujourd'hui. Donc non, il va gagner. Et évidemment, à Nice, c'est l'union de toutes les droites, et des électeurs de droite vont voter pour lui. Mais est-ce que ça vous réjouit ? Alors moi, je considère qu'il est tout à fait normal que la droite s'unisse comme la gauche s'unit. Mais je considère aussi qu'il faut être fair-play. J'ai apprécié le fair-play de M. Calfon face à l'élection de M. Bagayoko à Saint-Denis. Il faut respecter le verdict des urnes. C'est très important, l'expression verdict des urnes. Et je regrette, Madame Obono, mais vous allez peut-être répondre, que dans votre parti, certains ont appelé à manifester au cas où le verdict des urnes donnerait le Rassemblement national en premier. Non, c'est le peuple français qui décide, c'est pas des manifestants, c'est pas des groupes dans la rue, c'est pas la rue qui décide en France. Dans la démocratie, ce sont les urnes qui décident. Et donc c'est très important de dire, et moi je considère que tous les habitants de Saint-Denis doivent respecter, y compris évidemment ceux qui votent Rassemblement National, cette élection à Saint-Denis, mais je pense que vous devez faire la même chose dans les autres villes, et y compris dans les élections législatives et présidentielles. Je pense que nous avons toujours dit que nous respections les résultats des urnes. Il est dommage que, par exemple, M. Macron ne l'ait pas fait en 2024. Mais la question n'est pas de ne pas respecter un résultat. Si une personne est élue, elle est élue, elle devient maire. Mais moi, je ne crois pas, et ça, on en revient à ce débat que nous avons quand je reviens sur ce plateau. Je crois que la démocratie, c'est à la fois l'élection, mais c'est aussi l'expression de mécontentement, de désaccord, et la manifestation en fait partie. Et nous faisons partie de cette gauche, qui considère que l'extrême droite, avec à la fois ce qu'elle fait très concrètement aujourd'hui au niveau des communes, quand elle s'attaque aux droits sociaux, quand elle s'attaque à la solidarité, il faut manifester et empêcher. J'aimerais vous entendre au pouvoir. Et donc, ça fait partie du débat démocratique. Ça fait partie aussi de la vie locale que de pouvoir protester et tout faire pour que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir. C'est pour ça que c'est une faute de M. Payan de se comporter ainsi, et c'est en contradiction avec une longue histoire de la gauche. Le troisième tour dans la rue, ça n'existe pas en démocratie, Madame Obono. Ça a été appliqué, précisément par les fascistes dans l'Italie mussolinienne. Ils ont activé le pouvoir de la rue, le pouvoir des grands mouvements de faisceaux, de groupes fascistes. Eh bien, cette vision de la démocratie, Madame de Mussolini, je la rejette. Vous allez dire que la Révolution française et toutes nos conquêtes sociales sont des conquêtes fascistes. Allez, on n'a pas besoin de remonter si haut. Un mot encore sur la puissance du RN. Quand on voit les quelques visages de ceux qui ont marqué l'élection, tous ne sont pas élus, mais beaucoup sont en position favorable. Alliot, Briouat, Alizio, Lavalette, Sanchez. Pour vous, quand Jordan Bardella dit le RN tend la main aux listes de la droite sincère, qui sont les prochains ? Mais tous ceux qui partagent nos valeurs et qui ont envie de faire avancer nos idées, de les voir triompher, c'est-à-dire effectivement plus les amis de M. Ciotti que les amis de M. Retailleau, qui sont macronisés. Et moi, je reconnais, je salue d'ailleurs le grand courage d'Éric Ciotti, qui en 2024 a subi la fronde, l'opprobre à la fois d'un petit milieu politique, de caste médiatique, qui l'ont condamné pour une alliance qui était souhaitée par la majorité de ses électeurs et de ses adhérents. Et je pense que le résultat qu'il obtient à Nice, c'est aussi une reconnaissance de ce courage. Une reconnaissance du courage d'avoir fait passer avant tout l'intérêt de la patrie plutôt que son parti, et d'avoir défendu des valeurs qui sont partagées unanimement par les électeurs de droite qui souhaitent dans les terroirs, dans les territoires, justement faire alliance avec le Rassemblement national pour qu'on puisse en fait redresser notre pays, redresser nos communes. C'est ce qui va se passer d'ailleurs dimanche. On a l'occasion unique de pouvoir anticiper l'alternance, cette alternance que nous souhaitons en 2027, de pouvoir améliorer la vie de nos concitoyens, que ce soit avec la baisse de la fiscalité locale, que ce soit avec l'amélioration de la sécurité, que ce soit avec la relance du cadre de vie. J'observe, et c'est quand même notable,
Tous nos maires sont réélus brillamment. Ludovic Pajot, 81%, Steve Briouat, 78%. On gagne à Cannes-sur-Mer avec Brian Masson. On a des succès extraordinaires. À La Réunion, Johnny Payette, 70%. Très clairement, on est plébiscité. À chaque fois qu'on arrive aux responsabilités, que nous gérons, nous rétablissons des situations et nous retrouvons la confiance des électeurs qui l'avaient perdue. Ce soir, Donald Trump veut aller plus loin. On va l'entendre. Et ça correspond à un certain nombre d'informations de presse, celle de NBC notamment, sur le fait que, loin de vouloir sortir de la guerre, les militaires présentent des plans de sortie de guerre. Et au contraire, Trump dit « Nous allons continuer et continuer encore plus fort ». Écoutez-le. C'est une partie d'échecs de très haut niveau. C'est un enjeu de très haut niveau, le plus haut. Et j'ai affaire à des joueurs très intelligents. Ce sont des gens brillants. Sinon, ils ne seraient pas arrivés là. Quand on a affaire à certaines de ces personnes, on sait à qui on a affaire. Un intellect de haut niveau. Des gens dotés d'un QI élevé, très élevé. Sonia Dridi, vous êtes à la Maison-Blanche et dans quelques instants, on va entendre la question que vous-même, vous avez posée au président Trump. Tout semble indiquer ce soir qu'il veut continuer la guerre et même l'augmenter, la durcir. Oui, il y a quelques instants, nous étions dans le bureau ovale et lorsque le journaliste de Fox News a demandé au président si, comme il dit, la Navy a été anéantie, les missiles ont été détruits, est-ce que la guerre pourrait terminer dès cette semaine? Et Donald Trump a répondu c'est possible, mais je ne pense pas. Et il a continué à ses explications en disant qu'il pensait que pour l'instant il fallait continuer la guerre. Il a évoqué les prix qui augmentaient aux États-Unis, on sait les prix de l'essence, mais que tout ça, c'était nécessaire pour l'instant pour pouvoir, dit-il, avoir un Iran sans nucléaire. Et comme vous l'avez dit, il y a plusieurs rapports, notamment de NBC News, qui disent que dans les plans que les militaires proposent à Trump, ces plans de guerre, il y a toujours des portes de sortie, des possibilités de faire en sorte que les États-Unis puissent clamer victoire et s'en sortir. Mais il y a aussi des plans qui mentionnent des scénarios d'escalade. Et pour l'instant, Donald Trump veut continuer, il semble déterminé à continuer. Mais il y a quand même une pression au sein de cette administration. Reuters parlait ce week-end notamment de certains de ses conseillers, comme Suzy Wiles, sa chef de cabinet, qui tente de le convaincre de finir au plus vite cette guerre, parce qu'il y a un mécontentement d'une partie de la population, et notamment par rapport au prix de l'essence. Et puis, tout à l'heure, dans le bureau ovale, il y a aussi un journaliste qui a demandé au vice-président s'il soutenait cette guerre, parce qu'il a été ces dernières années, justement, il disait qu'il ne voulait plus de guerre, de conflit lointain, et on l'a senti quand même un petit peu gêné. Il a dit la différence, c'est que les autres présidents étaient débiles et que Donald Trump est très intelligent. Merci beaucoup, Sonia Dridi. Et vous restez avec nous, puisque tout à l'heure, on va entendre la question que vous avez posée au président Trump, et il répond notamment sur la France. Regardez les images de bombardements sur Téhéran, qui illustrent le fait que ce soir, effectivement, le président Trump veut aller encore plus loin. On verra aussi tous les bombardiers qui sont en train d'être appelés en renfort dans la région. On est là dans la région d'Avaz. Vous nous avez rejoint, Général Richoux. Merci beaucoup. Tous les signaux vont vers le sens de bombardements encore plus lourds. Et notamment, on parlera dans quelques instants des B1, des B2 qui affluent dans la région. Oui, on comprend mal, puisqu'il a annoncé il y a 24 ou 48 heures qu'il avait vaincu et anéanti l'Iran. Donc on ne comprend pas pourquoi est-ce que la guerre continue. Bon, plaisanterie mise à part, on voit bien là qu'il a mis le doigt dans l'engrenage, que d'une manière très raisonnable, son état-major lui propose une porte de sortie, comme il l'avait fait de manière très raisonnable d'ailleurs en juin avec le nucléaire, comme il l'a fait de manière très raisonnable avec Maduro. Il ne s'est pas laissé entraîner dans une crise de longue durée, mais là il semble effectivement que le mal alpha veuille avoir le dernier mot et donc se laisse entraîner dans une guerre de haute intensité, longue, et pour laquelle on peut se demander si c'est pas trompé de guerre, c'est-à-dire c'est une guerre conventionnelle face à un ennemi qui ne joue pas le jeu conventionnel. Alors on sent en vous entendant que vous n'aimez pas Donald Trump, ça c'est tout à fait clair et vous le montrez souvent. Vous, Aurélien Duchesne, vous étiez plus clément sur l'intervention. Est-ce que vous comprenez cette logique de continuer la guerre en l'état? C'est surtout qu'on est dans la leçon de Machiavel. On fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut. Et aujourd'hui, la seule échappatoire réelle pour Donald Trump, sauf à se faire humilier sur tous les plans, est de devoir aller au bout. Je prends un exemple. La plupart des frappes israéliennes et américaines aujourd'hui semblent s'être précisées sur des cibles politiques. L'idée d'écraser notamment l'appareil sécuritaire, les Basiji, etc. Aujourd'hui, si les Américains veulent ne serait-ce que garder la face dans ce conflit, ils sont obligés d'intensifier les frappes, surtout pour un dernier aspect. S'ils tablent toujours, et ce n'est pas sûr côté américain, sur un renversement du régime,
régime, la seule manière de le faire advenir, c'est de matraquer encore l'appareil répressif de l'Iran. Et l'heure est au bombardement de plus en plus lourd. Regardez, écoutez cette séquence. On est dans la ville d'Hamadan. C'est des images filmées par une caméra embarquée. Il y a beaucoup d'images qui nous parviennent parfois avec 1, 2, 3 jours de retard parce que petit à petit, Internet est parfois rétabli, y compris grâce au bombardement américain. Écoutez cette séquence. J'ai pas compris en quoi les bombardements américains rétablissaient l'Internet. Parce qu'ils ont détruit un certain nombre de centres de censure de l'Internet en Iran. Ah, général, cette image. Oui, ça prouve en fait que dans ces tirs, je dirais la discrimination est pas tout à fait totale. On voit bien que il y a des débris qui tombent sur les voitures. Quand on nous parle de failles de précision, et là c'est pas du tout contre les États-Unis. C'est la preuve qu'une guerre, je veux dire, une guerre sans dommages collatéraux, ça n'existe pas. Et donc là, on voit qu'une guerre, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand on tire sur un objectif, il y a toujours le risque, effectivement, de taper sur la population civile. Là, on en a un exemple. Alors ça n'a pas l'air trop grave, mais c'est la preuve effectivement que eh bien, dans toute guerre, on tue des civils, et ça c'est surtout dans des endroits très très urbanisés, puisque les passes d'Aran sont imbriquées avec la population de manière volontaire, vraisemblablement. C'est un peu gênant parce que justement on prétendait en fait faire une guerre de protection des populations civiles et de libération de ces populations civiles par rapport aux gardiens de la Révolution qui exerçaient leur dictature. Alors, vous nous avez rejoint Nicolas Conquer là-dessus, puisque vous avez tous les adversaires de l'intervention qui sont exprimés là-dessus, sur le fait que, disent-ils, il y a une espèce d'entraînement dans la guerre incontrôlée. Ah mais effectivement, c'est malheureux qu'il puisse y avoir des dommages collatéraux, mais malheureusement, ça restera un corollaire de toute intervention armée. On voit qu'il y a une imbrication de ces empreintes, ces emprises militaires qui sont mitoyennes avec des infrastructures civiles. C'est dramatique. Effectivement, on a posé la question de la guerre jusqu'au bout et surtout jusqu'à quel coût. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si oui ou non il faut accepter un plan de sortie, mais de s'assurer qu'on inverse le levier et la pression qui est mise par les Iraniens avec le contrôle du détroit d'Ormuz, qui est aujourd'hui une crise majeure qui va au-delà de pertes soit collatérales ou de pertes militaires qui peut être du côté américain ou israélien. Donc c'est vraiment ça, dans le sens où il n'y a pas de désengagement possible et un effort qui doit être commun, conjoint de différentes puissances européennes sur lesquelles les Anglais, les Français et même les Chinois, si les Européens ne se mobilisent pas, les Chinois vont devoir être mobilisés alors qu'on les présente comme étant les adversaires, si ce n'est les ennemis des États-Unis. Ils n'ont pas dit oui pour l'instant. De fait, c'est les principaux concernés parce qu'ils bénéficient de 40% de leur hydrocarbures qui vient transiter par ce détroit-là. Tout le monde va être concerné et les prix à la pompe vont s'en sortir. C'est un objectif très raisonnable. Il faut reconnaître la reconquête par les Américains du contrôle du détroit d'Ormuz. Ils ont tout à fait les moyens de le faire. Ils ont d'ailleurs envoyé ce transport de troupes et d'hélicoptères Tripoli vers la région. Et ça, c'est tout à fait certain qu'ils sont capables en prenant les côtes... prends le pari, Renaud. Pendant 30 km de côte... Il y a 800 km de côte pour aller jusqu'au... Non, mais le détroit d'Ormuz, pour avoir le détroit, parce que ça s'évase ensuite, il suffit de prendre les 30 km du côté iranien. Non. On reparlera du détroit d'Ormuz. Vous croyez franchement que les pétroliers vont passer, alors qu'ils risquent de se faire détruire, à 500 millions de dollars? C'est pas des navires de guerre. On reparlera du détroit d'Ormuz dans un instant. J'aimerais que vous regardiez ce qui se passe. Aéroport de Mehrabad, là aussi, les Américains et les Israéliens sont en train de frapper de plus en plus tout ce qui appartient aux gardiens de la Révolution, leurs aéroports, l'avion officiel des dirigeants de la République islamique, dont l'avion privé de Khamenei père et donc de Khamenei fils. Vous nous avez rejoint, merci beaucoup Myriam Shermer, vous êtes journaliste politique israélienne, vous signez ce livre Knesset 2026. Est-ce que les Israéliens arrivent à leur fin selon vous ? Oui, donc je vais représenter le point de vue israélien sur ce plateau. Je pense que la question, à la fois pour les Américains et les Israéliens, c'est pas tellement pour l'instant les dommages collatéraux, effectivement, qui sont importants. C'est d'une part de continuer à bénéficier du soutien du peuple iranien, et ça on le voit sur le terrain et via les réseaux sociaux. Et ensuite, c'est la question de l'objectif. Quel est l'objectif final ? Et Donald Trump a dit beaucoup de choses et son contraire parce qu'il aime bien, c'est son type de rhétorique, mais ils ont parlé d'un changement de régime. Et les Israéliens aussi parlent d'un changement de régime. Pourquoi ? Parce que les Israéliens considèrent qu'il faut
vider l'abcès une bonne fois pour toutes, aller jusqu'au bout. Et donc, ici, sur ce plateau, on parle déjà d'enlisement, etc. Je comprends que d'un point de vue européen, ça puisse paraître comme ça. Ouais. Mais pour les Américains et les Israéliens, on n'en est que à 2 semaines et demie, à peine, tout juste. C'est pas beaucoup pour une opération. On est trop impatients, dites-vous. Les commentateurs sont trop impatients. C'est pas beaucoup pour une opération de cette envergure. Et les Israéliens considèrent que on arrive plus ou moins à tenir un quotidien sous les bombardements qui est difficile, mais on arrive à le tenir. Et donc, on va aller jusqu'au bout de cette opération une bonne fois pour toutes. Sylvie Berman. Oui, je crois que la différence, c'est que le peuple israélien est cette fois-ci derrière son dirigeant, parce qu'effectivement, pour eux, c'est la dernière des guerres et c'est effectivement l'écrasement de la tête de la pieuvre. La différence pour les États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, il y a des critiques très fortes dans la population américaine, et y compris au sein des MAGA, qui sont le soutien de Donald Trump. C'est pour ça que lui est davantage pressé que ne le sont les Israéliens. Maintenant, la question que vous avez posée tout à l'heure, on ne s'arrête pas au milieu d'une guerre. Oui. Qu'est-ce qu'il aurait gagné si demain il disait « Bon, les Iraniens sont d'accord pour un accord nucléaire qui serait à peu près le même que celui du JCPOA qu'il a lui-même dénoncé. Donc ce n'est pas possible d'arrêter pour le moment, ça serait un échec américain. Les pays du Golfe sont frappés, le détroit d'Ormuz est bloqué, et puis les choses n'ont pas assez changé au sein du régime. Regardez ces bombardements du centre spatial iranien. Là, on touche vraiment à une des grandeurs de la République islamique, puisqu'elle avait de très grandes ambitions en matière nucléaire et en matière spatiale. Les forces aériennes, et ça, ce sont notamment les forces israéliennes avec les Américains, ont mené ce bombardement contre l'Institut de recherche spatiale dans l'ouest de Téhéran. Le bâtiment de l'Institut, qui est vraiment au cœur des programmes stratégiques du corps des gardiens de la Révolution, est entièrement détruit. On voit que la coalition israélo-américaine obtient des résultats. Oui, parce qu'il cible à travers ça le programme balistique militaire iranien. Il faut rappeler que l'Iran est une des seules nations au monde capable de mettre elle-même en toute souveraineté des satellites en orbite. Voilà. Ça n'est pas pays au monde capable de le faire, et c'était d'ailleurs l'un des justificatifs apportés par le département d'État américain pour dire s'ils peuvent aller dans l'espace très haut, ils peuvent nous frapper jusque chez nous avec des missiles. Et d'ailleurs, ce soir, il y a une sorte de dommage, si on veut, du président Trump qui parle du régime iranien en disant ils sont vicieux et violents, je cite, mais ils ont un QI élevé. C'est dans le style Trump, mais on comprend que dans sa logique, il ne faut pas sous-estimer ce régime. C'est comme la Russie, c'est un pays dirigé par des voyous, mais avec des scientifiques d'un niveau international. Et encore une fois, les Américains avaient sous-estimé et la Corée du Nord et les scientifiques iraniens sur le programme nucléaire. Je comprends donc que la prudence soit de mise et qu'ils aillent frapper juste là. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Mais compte tenu de ce qu'on vient de dire sur la guerre qui se poursuit, c'est pour revenir à Israël. Je pense véritablement que Israël, quelle que soit l'issue de la guerre, je pense pas qu'Israël d'ailleurs pense vraiment qu'elle va faire tomber le régime. En revanche, Israël gagnera cet avantage que quoi qu'il arrive, tous les programmes de missiles, les programmes nucléaires, etc. seront reculés de plusieurs années. Et donc, dans tous les cas de figure, Israël a intérêt à cette guerre et a intérêt à diminuer la capacité de nuisance de l'Iran, combien même le régime ne tombe pas. Donc Israël a beaucoup moins à perdre finalement que Donald Trump, ça me paraît une évidence, qui lui joue sa crédibilité internationale finalement. Alors que Israël, là, ce qui est détruit est détruit. Et il va falloir des années pour le reconstruire. Et donc, je pense que pour Israël, honnêtement, c'est du gagnant-gagnant. Ah oui. Et avec un combat, alors là, qui est légitime, je le dis, qui me paraît légitime compte tenu que ce régime essaye de détruire le pays depuis 47 ans. Avec des problèmes qui ne sont pas négligeables. Et ce soir, le président Trump l'avoue, il parle du détroit d'Ormuz. Et il a des mots, de nouveau, c'est du Trump dans le texte, il dit « Le détroit d'Ormuz est très beau, mais il faut avouer qu'il ne fait pas bon y naviguer en ce moment. » C'est ce qui s'appelle la litote à la Trump. Et écoutez-le, il répond à Sonia Dridi, qui est avec nous en direct. Sonia, vous êtes là, vous écoutez. Vous avez posé la question au président Trump sur l'engagement, l'appel qu'il lance, y compris aux Européens. Vous allez réagir, on l'écoute d'abord. Est-ce que vous avez parlé au président de la République française au sujet de la coalition visant à rouvrir le détroit d'Ormuz ? Oui, je lui ai parlé. De 0 à 10, je lui donnerai 8 sur 10. Pas parfait, mais c'est la France. On n'attend pas à ce qu'il soit parfait. Pensez-vous que la France va vous aider à rouvrir le détroit d'Ormuz ? Je pense que le président Macron va nous aider. Je lui ai parlé hier. Je vous dirai ce qu'il en est. Moi, mon attitude, c'est de dire que nous avons besoin de personne. Nous sommes le pays le plus puissant du monde. Nous avons l'armée la plus puissante du monde.
Et de loin, nous n'avons pas besoin d'eux. Alors, Sonia Dridi, faites-nous l'explication de texte. Comment ça se passe et en particulier, qu'on comprenne bien, il est en train de demander l'aide des Français et des Anglais. Oui, tout à fait. Donald Trump, qui on l'a senti pendant cette conférence de presse, assez frustré envers les pays de l'OTAN, notamment en disant ils devraient bondir pour nous aider. Nous les aidons depuis tant d'années. Donc, quand je lui ai posé la question sur la France, parce qu'il avait évoqué ces derniers jours l'aide de la France et de la Grande-Bretagne, eh bien, il a dit qu'il avait parlé à Emmanuel Macron hier et que, à son avis, eh bien, il allait aider les États-Unis. Il a dit aussi un peu plus tard qu'il pensait que les Britanniques allaient aider les États-Unis, mais il a encore dit sa frustration à l'égard du Premier ministre britannique. En tout cas, on sent un Donald Trump coincé sur ce sujet, qui espère l'aide des Européens notamment. Et puis, il a aussi tenté, on l'a entendu plusieurs fois aujourd'hui, essayer de se justifier en disant qu'il savait que c'était une possibilité, parce qu'il y a notamment un article du Wall Street Journal qui révèle que, selon plusieurs sources, eh bien, Donald Trump pensait que les Iraniens allaient capituler avant de fermer ce détroit d'Ormuz, et que même s'il le fermait, eh bien, il était persuadé que l'armée américaine allait réussir à le laisser ouvert. Merci pour celles et ceux qui nous rejoignent. Maintenant, nous sommes en émission spéciale pour les opérations que le président Trump et les Israéliens mènent en Iran, des opérations qui vont grandir encore, c'est l'annonce de ce soir, avec sans doute un usage renforcé des bombardiers. Regardez les images du détroit d'Ormuz, c'est le centre de la bataille à venir, et à l'instant, sur CNews, sur Sky News, les États-Unis feront face à un autre Vietnam s'ils mettent des bottes sur le terrain. C'est l'Iran qui prend la parole sur Sky News aux États-Unis et en Angleterre. Les États-Unis, en Angleterre, pardon. Les États-Unis, c'est anglais. Les États-Unis feront face à un autre Vietnam s'ils mettent des bottes sur le terrain. Précisément, c'est un des projets dont on va parler. Mais d'abord, le détroit d'Ormuz, c'est visiblement la mer des batailles pour eux. C'est là où ça va se passer, Aurélien. Oui, il y a une crise dans la crise. Là, c'est littéralement la troisième guerre du Golfe, avec deux impératifs majeurs. Le premier, c'est d'empêcher que l'Iran maximise le nombre de pays tiers qui pourraient faire pression sur les Américains. Quand près de 16 tankers avaient été frappés la semaine dernière au total, des Thaïlandais jusqu'à des pays comme l'Irak. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, il y a l'aspect opinion publique pour Trump. À la télévision américaine, on parle davantage des plus 20% sur le prix du gallon d'essence aux États-Unis qu'on ne parle de la menace iranienne sur le plan nucléaire. Est-ce qu'il a raison d'appeler les Français et les Anglais à l'aide ? Il a dit qu'il avait besoin de personne, mais il l'appelle c'est pareil, on a vaincu, mais on continue la guerre. On a besoin de personne, on est l'armée la plus puissante du monde, mais on a besoin de vous. Alors je pense qu'on peut aider effectivement, peut-être à déconflicter, puis peut-être à trouver un accord à un moment donné, une sortie de crise. Mais militairement ? Non, mais militairement, on n'ira pas. C'est extraordinaire. On n'ira pas. Ce qui est extraordinaire, c'est là-dessus, militairement, vous êtes prêts à aller ? Militairement, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il faut souligner quand même. C'est que là, très clairement, Trump considère ses alliés français et britanniques pas comme des alliés, comme des supplétifs. Quelle est la différence entre un allié et un supplétif ? L'allié, il participe à la décision, il se concerte et ils prennent la décision ensemble. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les Israéliens et les Américains. Ils sont alliés dans cette guerre. Ils ont décidé ensemble. Le supplétif, c'est qu'on lui demande rien, sauf à un moment on a besoin de lui et à un moment tu viens, etc. Et j'espère que dans une tradition gaulienne, on ne va pas être le petit chien, le petit poodle qui court pour aider les Américains dans leurs opérations sur lesquelles ils ne nous ont absolument pas consultés. Alors, par ailleurs, laissez répondre le représentant de Trump. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Avec qui on a des alliances. Renaud Girard, c'est une discussion. Renaud Girard, c'est une discussion. Vous savez, vous pouvez discuter. C'est une conversation. Là, vous avez là un représentant de Trump. Vous pouvez lui dire en face. Pas seulement un représentant, mais de la perspective trumpisme, ou du moins un éclairage et une nuance, et notamment quand on invoque le gaullisme, de dire que le gaullisme c'était surtout la sanctuarisation de ces points stratégiques, notamment ce détroit d'Ormuz. Et donc là, on n'intervient pas comme supplétif, mais justement parce qu'on est des grands bénéficiaires. Il n'y a pas, sans détroit d'Ormuz, nos pompes sont asséchées, le prix du baril va augmenter, on va le ressentir immédiatement. Donc là, c'est une préoccupation sur laquelle il en va de notre intérêt propre, et on peut pas juste vouloir rompre des alliances parce que ça nous plaît pas ou parce que on n'a pas été suffisamment proactif. Mais il n'était pas bouché le détroit d'Ormuz avant le début de la guerre. C'est bien lui qui l'a provoqué, ça. Le boucher, c'était le régime iranien qui était en train de tuer les civils dans la rue. Il provoque la guerre, il provoque la fermeture du détroit, et il nous explique maintenant que c'est à nous de le déboucher. Non mais moi je suis absolument d'accord avec Renaud. Je veux dire, maintenant, il fallait laisser
laisser faire, selon le général ici. Il fallait laisser faire les peuples iraniens, les mollahs, assassiner les peuples. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pas ensemble. Non, mais s'il vous plaît, pas ensemble. L'Amérique va apporter, dites-nous, l'Amérique va apporter la démocratie dans combien de pays? C'est pas la volonté, personne n'a parlé de ça. Elle n'a pas réussi en Libye, elle n'a pas réussi en Irak, elle n'a pas réussi en Syrie, mais où elle va la penser? Ce n'est pas le but de cette opération. Il n'y a pas de nation building, c'est dans votre imaginaire collectif, dans votre fantasme. Mais vous avez dit que mais laissez-le, s'il vous plaît, ne parlez pas l'un sur l'autre. Il n'y a pas de nation building, il n'y a pas de volonté à exporter des idéaux à coups de bombe, ce n'est pas la démocratie. C'est de neutraliser la menace nucléaire, les missiles balistiques, la flotte iranienne et effectivement ce détroit qui a besoin d'être sanctuarisé, et donc il en va d'une coalition internationale pour sécuriser les flux qui vont tant vers l'Europe, mais évidemment vers l'Asie, et donc qui est censé mobiliser tout le monde. Évidemment, on peut vous dire qu'il n'y avait pas de stratégie, le fait est qu'il y a besoin de rompre les nerfs de son opposant, ici le régime iranien, qui est sur le point de s'effondrer, et ça ne durera pas 3 jours, 1 semaine, mais en tout cas, on ne fait pas ce refus d'obstacle à ce moment-là où il y a une pression qui vient sur un détroit d'Ormuz qui bénéficie, à plus forte raison, aux Européens. On va peut-être pu poursuivre les négociations diplomatiques qui d'après le médiateur Omanet, fonctionnaient extrêmement bien, non? Là, c'est sans doute qu'elle arrivait à un stade où il y avait plus de danger nucléaire d'après Trump. 42 000 morts dans les rues. Trump. Je sais pas, moi, 42 000, je sais pas. Maintenant, il y a une inflation. Voilà, il y a une ONG américaine qui dit que c'était 7 000, qui les a comptés. Mais enfin, j'en sais rien. Mais vous diabolisez l'ennemi, vous avez raison, parce que vous encouragez il faut toujours diaboliser. Quand on fabrique un ennemi, il faut toujours le régime n'est pas tendre. Soyons le régime. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de diaboliser. Le régime est tout sauf un régime sympathique. Peut-être que effectivement les Américains en 79 auraient dû soutenir le régime de Shah au lieu de laisser les enturbanés et les tchadors prendre ce régime. Mais il faut dire qu'il y en avait beaucoup dans la population. Il y avait plusieurs millions de chiites qui sont venus accueillir l'imam Khomeini quand il est arrivé à l'aéroport. Des Yvelines, de Neufchâteau. Absolument. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce moment que nous vivons où Trump a besoin de faire appel à ses alliés, techniquement, pourquoi le fait-il? S'il le fait, c'est qu'il y a un besoin technique. Aurélien Duchesne, et vous, pourquoi? Il y a un besoin déjà politique, c'est que il veut montrer que ce n'est à nouveau pas une guerre expéditionnaire de l'Amérique. Il veut refaire comme en 2003 une coalition comme celle qu'il y avait autour des Américains. Et la deuxième chose est de dire, vous êtes tous dans la panade, les Français, les Chinois, les Britanniques et les Allemands, donc il faut qu'on réparte ça ensemble. Mais comme disait Colin Powell, le secrétaire d'État américain à l'époque, you break it, you owe it. Vous cassez, vous réparez. Sauf que c'est ce que peuvent répondre désormais les Européens à Trump, c'est de dire que les Américains ont déclenché cette guerre pour des motifs, à mon sens, légitimes. Ouais. Mais que c'est pas eux qui vont aider les Américains à colmater la brèche. Vous êtes avec nous, Michel Polaco. Pourquoi les Américains ont-ils besoin des Européens? Est-ce que c'est politique, effectivement, pour dire on va partager la responsabilité, ou est-ce qu'il y a d'abord un besoin technique, simplement? Le président Trump le dit lui-même. Il dit on a une grande armée, on est capable de se débrouiller tout seul, on a besoin de personne. C'est pas très aimable, d'ailleurs, de dire ça en même temps qu'on demande aux Européens ou à d'autres alliés, il y a les Japonais, les Coréens, de venir donner un coup de main. Mais je crois qu'effectivement, les Américains aimeraient bien nous impliquer d'une manière ou d'une autre, nous, enfin, et d'autres alliés, pour que ce ne soit pas qu'une opération américaine. Et deuxièmement, si on veut le faire, et s'ils veulent le faire, il faut le faire sur un ton, je dirais, un peu plus courtois, parce que, comme d'aucuns l'ont dit tout à l'heure sur l'antenne de LCI, on ne peut pas mélanger des forces dans une zone pareille sans les coordonner de manière impeccable. On ne peut pas faire voler des avions à partir des porte-hélicoptères, porte-avions américains, à partir du porte-avions français, à partir de porte-hélicoptères japonais, etc., etc. On ne peut pas faire voler des avions, des hélicoptères, utiliser des missiles anti-aériens, anti-navires, et j'en passe, et des meilleurs, et tirer dans tous les sens, sans se coordonner. Sinon, ça va donner ce que vous avez vu au début au Koweït, avec un F-18 koweïtien qui a abattu 3 F-15 américains. C'est quand même ennuyeux. Ça fait pas propre. Regardez ce que maintenant les Américains pourraient faire, puisque visiblement on est en train dans une gradation, y compris une possible intervention au sol. Le président Trump s'est exprimé à ce sujet, et en particulier sur un débarquement possible à l'île de Karg. Nous avons attaqué et rasé l'île de Karg, littéralement, en détruisant tout ce qui s'y trouvait, sauf la zone où se trouve le pétrole.
Mais nous pouvons détruire les stocks en 5 minutes si nous le voulons. Prenons les photos satellites. Plus de 6000 vols de combat ont été effectués dans le cadre de l'opération. Ce sont les annonces du CENTCOM. Et tout autour de l'île de Kharg, il y a une espèce de suractivité qui s'observe, avec y compris la possibilité d'un débarquement physique. Oui, alors c'est un des objectifs physiquement atteignables, j'allais dire, à cette réserve près qu'il est tout au fond du golfe Persique. Donc, alors il y a les pays en face, donc il y a le Koweït qui est pas très loin. Ça doit pouvoir être approvisionnable logistiquement correctement. Parce qu'avec les troupes qu'ils ont, on peut pas faire grand chose en fait avec 5000 hommes. 5000 hommes, moi je rappelle, ma brigade, c'était capable de sécuriser Roissy. Voilà à peu près ce que c'est capable de faire en matière de superficie. Donc on peut penser que l'île de Kharg est à portée, mais vraisemblablement pas plus. Ou bien quelques îles, et vraisemblablement du détroit d'Ormuz. Maintenant, l'île de Kharg, elle est symbolique, parce que elle n'est pas que symbolique, elle est économiquement importante, puisque 88% du pétrole transite par là, et donc ça peut être un objectif qui me paraît d'ailleurs beaucoup plus un objectif de SEALs ou de Delta Force au départ, que de Marines qui devraient remonter avec leur porte-hélicoptère amphibie dans tout le détroit, dans tout le golfe Persique, alors même que c'est une mer fermée et que c'est excessivement dangereux. Ça permettrait d'exercer un chantage très efficace à l'égard de la théocratie iranienne, en disant, bon, nous prenons ce gage, nous avons l'île de Kharg, et tant que vous n'aurez pas fait ceci, cela, en matière de dénucléarisation, en matière d'engagement peut-être aussi à l'égard de votre propre population en matière de missiles balistiques, eh bien, nous ne vous rendrons pas ce gage que nous avons pris, qui est quand même le poumon économique de l'Iran, parce que c'est par là que passe 80% du pétrole iranien qui est exporté, puisqu'il y a en fait des oléoducs qui passent sous la mer depuis le territoire proprement iranien jusqu'à cette île qui est une sorte de grand pont flottant, de port flottant pour les supertankers qui peuvent aborder sur cette île. Quel est le scénario ? On a ici ces images produites par le département de la guerre qui sont très impressionnantes, où on comprend ce que serait le cap suivant, c'est-à-dire un débarquement des Américains, des Marines, peut-être la 82e, mais là c'est très vraisemblablement des Marines qui débarqueraient avec une prise de risque qui paraît colossale. Alors c'est faisable, ne serait-ce que parce qu'ils ont neutralisé une partie des défenses de l'île, sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que faire débarquer avec un porte-hélicoptère amphibie qui lui-même peut débarquer des petits engins pour un débarquement, ça c'est faisable, mais à 20 km seulement, vous avez le littoral iranien qui, lui, a encore des défenses assez conséquentes, ce serait sous un feu ennemi assez fort. Deuxièmement, vous pouvez avoir des opérations, des sous-marins de classe Virginia qui font débarquer aussi des commandos amphibies, mais en petit nombre. Vous pouvez même imaginer une opération aéroportée, mais celle-ci se heurterait, encore une fois, à des défenses aériennes, des vagues de drones qui viendraient de l'Iran, donc ce serait... Ça veut dire combien de morts, combien de blessés ? Je vous rappelle que pour l'instant, beaucoup sont faiblement blessés, beaucoup sont déjà rétablis, mais les derniers chiffres que donnait la presse américaine, c'est 200 blessés américains. Une opération comme ça, c'est bien davantage. Oui, mais je ne pense pas qu'on puisse prendre l'île de Kharg avec un porte-hélicoptère qui s'enfonce au fond du golfe Persique, parce que le porte-hélicoptère, il est vulnérable, encore une fois. Il faut qu'il soit protégé par une petite force aéronavale. Ça veut dire engager une force aéronavale complète dans une mer fermée. On a vu ce que ça donnait, notamment en mer Noire avec les Russes. Quelques drones Shahed sont capables de faire beaucoup de dégâts. Je pense que c'est plus l'affaire des forces spéciales véritablement que des Marines pour au moins cette cible-là. Les Marines, je les verrais plus sur des îles dans le détroit d'Ormuz, par exemple. Parenthèse, la nouvelle tombe à l'instant, c'est NBC qui le donne. Trump retarde sa rencontre environ d'un mois avec les Chinois. C'est une nouvelle très importante dans son calendrier qui va avec tout ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire que Trump se donne du temps pour la guerre. On n'est pas du tout dans une sortie de guerre pour l'instant. Restons un instant à ce scénario du bombardement. L'USS Tripoli, c'est le navire qui est en train d'amener des milliers de marines. Les responsables ont confirmé à CBS. Davantage de marines américains et de navires de guerre sont déployés. Les renforts proviennent d'un groupe amphibie prêt au combat. L'unité commandée par le navire qu'on voit là, qui est l'USS Tripoli. Michel Polaco. Là, on a le début d'un scénario. Et je salue Michel Polaco, qui est le sage entre nous. Il est le plus jeune d'esprit, mais le plus sage par l'ancienneté. Vous avez été le premier à dire oui, le scénario de quelque chose au sol existe, et on l'a sous les yeux.
Oui, non, mais il n'y a pas besoin d'être un grand clerc pour se dire qu'à un moment donné, si l'ennemi ne baisse pas sa garde, il va falloir aller le rencontrer. Donc voilà, et d'ailleurs maintenant, nous sommes nombreux à le penser et les Américains commencent à le laisser savoir. L'USS Tripoli est un bâtiment de grande qualité. C'est un bateau moderne, porte-avions et porte-hélicoptères, mais pour les Américains, si vous voulez, un bateau de 45 000 tonneaux comme celui-là, c'est-à-dire 5 000 de plus que le Charles de Gaulle, ça s'appelle un porte-avions d'escorte ou un porte-hélicoptère d'assaut et d'escorte. Pour nous, c'est un porte-avions océanique, c'est un grand bâtiment. Et sur ce bateau, on peut mettre des F-35, mais dans leur version B, c'est-à-dire décollage et atterrissage vertical. On peut mettre des V-22 Osprey qui sont alors véritablement des convertibles hélicoptères, mi-hélicoptère, mi-avion, capables de débarquer des commandos. Et puis, évidemment, toute une kyrielle d'hélicoptères de divers types. Mais je suis entièrement d'accord, ne refaisons pas Scapa-Flow. On ne peut pas mettre au fond d'un golfe une flotte. Donc, il va falloir organiser ça. Il va falloir que les Américains aient un plan et une organisation. Cela dit, est-ce qu'il faut véritablement prendre possession de l'île de Karg? Trump avait plutôt l'air de dire « s'ils insistent, je vais détruire les réserves de pétrole et les installations ». Il n'avait pas l'air de dire qu'il voulait s'en rendre maître. Oui, c'est vrai que détruire les réserves de pétrole, il y a 30 millions de barils en capacité. C'est 2 semaines seulement de production de la part de l'Iran. Détruire les capacités, en revanche, de raffinage, etc., ce serait très dommageable. Trump lui-même l'a dit, si on se projette dans l'après-régime. Donc, l'idée d'intervenir au sol reste crédible. On n'était pas nombreux, effectivement, avec Michel Polaco, à dire que ce serait crédible à l'époque où on disait que ça se ferait jamais pour des raisons politiques. Mais l'autre aspect, c'est que, encore une fois, un porte-hélicoptère comme celui-là, c'est plus petit que ce qu'on a de la marine française avec le Tonnerre. Ça peut emporter suffisamment pour une opération. Est-ce qu'on peut faire un point d'étape? On a toujours été en deçà de la prévision. On a dit, il ferait de la gesticulation. Non, il faisait pas de la gesticulation, il agissait pour de vrai. On a dit, il n'osera pas aller au sol. Visiblement, le scénario de l'attaque au sol prend forme. En réalité, il est dans une logique, et on va l'entendre dans quelques instants, Trump qui revendique même l'aspect historique. Depuis 47 ans, ce régime nous en veut. Je veux régler le compte. Mais d'abord, effectivement, il veut régler son compte à ce régime, mais surtout, il veut prendre la revanche par rapport à l'humiliation de 1979. Avec la prise d'otage de l'ambassade et l'échec de Carter ensuite pour les libérer. Donc pour lui, c'est important, c'est pas uniquement un objectif défini par Netanyahou. Je pense qu'il est convaincu, il veut être le plus grand président américain dans l'histoire et laisser cette trace-là. Et ce que vous avez dit, c'est-à-dire la demande aux Chinois de reporter la visite est essentielle parce qu'il dit « j'ai besoin d'être ici ». C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à s'arrêter au milieu du gué. Et la visite en Chine est fondamentale parce que c'est l'organisation de modus vivendi entre les deux plus grandes puissances pour au moins les 10 années qui viennent. Et donc, s'il la reporte, c'est qu'il y a... Et c'est que c'est très important. Et surtout, les Chinois, vous les connaissez mieux que personne. Pour eux, l'agenda, le protocole est si important. Si on leur dit, on reporte une visite, c'est vraiment qu'ils le veulent. Absolument. Mais il dit pas, on reporte la visite. Il dit, j'ai demandé aux Chinois... Mais non, mais c'est différent parce que généralement, il prend pas de pincettes. C'est-à-dire, avec nous, il agit de manière cavalière. Pas avec les Chinois. Mais pas avec les Chinois. Et juste au moment où on est en train d'en parler, alors qu'on est en train de parler, il y a eu des rencontres bilatérales qui se sont tenues aujourd'hui à Paris, à l'OCDE, donc entre Scott Bessent, le ministère des Finances, et un des vice-présidents du Parti communiste chinois. C'était à Paris, donc encore une fois, on est au centre de la scène internationale, on peut s'en réjouir, et ça préfigurait sans doute le report de ces discussions. Je tiens juste à dire que sur ce scénario de troupes au sol, de boots on the ground, il faut juste mettre en perspective le chiffre qui est encore une fois pas encore effectif. On parle de 2500 hommes. Je rappelle juste qu'en 2003, c'était 300 000 hommes. Donc, il faut juste, encore une fois, qu'on ait une notion des ordres de grandeur de la déclaration à un vrai déploiement. Quelles sont les hypothèses? Il va très clairement, Trump, là, vous nous donnez les éléments ce soir, Darius, très clairement, il veut la capitulation d'une manière ou d'une autre de l'Iran. Et c'est pour ça je pense qu'il veut prendre ce gage de l'île de Karg, mais pas avec disant, voilà, je prends ce gage jusqu'à ce que vous capituliez d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il n'ira pas jusqu'au changement de régime, c'est-à-dire amener des soldats américains dans l'immense territoire qui est l'Iran, qui est grand comme 3 fois la France. Il ne va pas administrer ou chercher à administrer l'Iran comme les Américains l'avaient fait en 2003 avec l'Irak, et ça avait été une catastrophe. Mais en revanche,
effectivement une opération ponctuelle pour faire un chantage efficace au régime des Mollahs, ça j'y crois tout à fait. Quelles sont les hypothèses ? Mettons-les noir sur blanc. Intervention sur l'île de Kark, c'est la première hypothèse. Débarquer sur la côte iranienne pour sécuriser la zone et permettre le trafic dans le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire mettre des troupes tout le long du détroit d'Ormuz. Ou bien intervenir pour aller chercher les 440 kilos d'uranium enrichi, donc très à l'intérieur du territoire iranien. Ouais. Certains parlent même d'une quatrième hypothèse qui serait d'aller à Téhéran pour forcer en quelque sorte le destin et provoquer un putsch. Qu'est-ce qui est crédible ? Avec 5000 Marines ? Vous plaisantez. Il y aura plus, mais... Je rappelle que ma brigade, 8000 hommes, pouvait sécuriser Roissy. Ça sera un objectif très limité. Point. Et là, je suis d'accord avec Nicolas Conquer. Il faut les boots on the ground. C'est ce qui est prévu là. Ça n'est pas une invasion. C'est un objectif limité, ponctuel. Donc, il faut arrêter dans le fantasme sur ce que peut faire une brigade c'est une brigade qui est à bord. C'est ce que peut faire une brigade, les effets militaires que peuvent atteindre une brigade. C'est Karg, c'est à portée de la main, enfin au moins pour l'effectif. Moi, je dis que le porte-hélicoptère et un groupe aéronaval va pas au fond du Golfe Persique actuellement, mais peut-être prendre quelques îles dans le détroit d'Ormuz. Mais est-ce que ça va rendre la liberté de circulation ? J'en suis pas du tout certain. Donc, effectivement, moi, je crois que Donald Trump les amène. C'est un atout politique, qui n'a pas forcément encore décidé comment il allait les utiliser. En tout état de cause, c'est certainement pas une force d'invasion. Il faut quand même redire les choses telles qu'elles sont militairement. Ça ne peut pas être une force d'invasion. Je pense qu'il faut arrêter de se baser uniquement sur les effectifs dont on parle. La preuve, c'est que d'aucuns disaient il y aura pas de troupes au sol parce que c'est pas prévu dans la flotte telle qu'elle existait il y a 2 semaines. Ils iraient beaucoup plus loin s'il y avait l'idée, par exemple, d'aller sur les littoraux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des centaines de bateaux du corps des gardiens de la révolution islamique. C'est eux qui peuvent harceler et la marine américaine et les tankers. Et là, il faudrait potentiellement des interventions au sol si on veut aller les détruire sur place. Et dans le scénario que vous évoquiez, d'aller récupérer les 440 kilos d'uranium enrichi, là, je ne crois pas du tout au scénario force spéciale. Pourquoi ? De un, les sites sont défendus. Il n'y aura pas d'effet de surprise. C'est pas la même chose d'aller tuer Ben Laden et d'aller récupérer 200 kilos à Ispahan. Et deuxième chose, faut transporter l'uranium. Ça se fera pas par des forces spéciales qui vont faire ça en 20 minutes. Ce serait une opération beaucoup plus massive avec supériorité aérienne pour le faire. Les choses progressent sous nos yeux, et notamment sur le fait qu'arrivent en nombre des B1, des B-52, c'est-à-dire toutes sortes de moyens de bombardement extrêmement lourds. On va voir ce qui se passe en particulier sur la base britannique de Fairford. C'est cette base dont le Premier ministre disait il y aura des moyens défensifs. Ça, c'était la version très très hypocrite de Londres. Aujourd'hui, c'est pas du tout des moyens défensifs, c'est des moyens très lourds. Regardez les images de ces avions. Est-ce que le but, vous avez le point de vue israélien, est-ce qu'en réalité les Israéliens et les Américains vont encore augmenter les bombardements ? L'objectif, là pour l'instant, les Israéliens sont contents, se disent en off, Trump est avec nous, tant qu'il est avec nous, on continue. D'accord ? Parce qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé l'année dernière. Après 12 jours, ça a été terminé. Donc les Israéliens ont constitué une base de cibles très importante pendant toute cette année au cours de laquelle l'offensive a été préparée. Et pour l'instant, pour eux, de toute façon, les civils israéliens ont bien compris qu'il n'y aurait plus de retour à l'école et qu'on était parti jusqu'à la Pâque juive, donc la fête de Pessah. Donc on a encore au moins 2 à 3 semaines. Et pour eux, on continue au maximum sur le maximum de cibles possibles tant que Donald Trump donne l'accord. Et il est important de souligner que le porte-parole de l'armée israélienne a dit « Nous ne visons pas le changement de régime, nous créons les conditions propices pour que le peuple iranien... » Bombardement lourd, on ne déplace pas des B1, des B-52 en grand nombre pour aller faire de la dentelle. Là, visiblement, on passe à autre chose. Oui, absolument. Déjà, un exemple. On parlait des littoraux, des ports, etc. Trump avait dit il y a quelques jours qu'il fallait se préparer à évacuer les ports. Pourquoi ? Parce que s'ils veulent détruire cette flotte de centaines de petits navires, il va falloir matraquer des infrastructures militaires du régime iranien. Ça passera par des bombardements massifs. Et la deuxième chose, c'est que là, maintenant, s'ils veulent vraiment mettre à terre l'infrastructure de répression des Bassidji, là aussi, ça passera par des semaines de bombardements massifs. Expliquez-nous, s'il vous plaît, quand on voit les côtes du détroit d'Ormuz, et là, on fait appel à vous, Général, à vous, Michel Polaco, à vous tous sur ce plateau, quel est le scénario ? Parce que si, effectivement, ils amènent ces avions pour des bombardements de grande envergure, ça signifie quoi, Michel Polaco ? Ça signifie déjà qu'ils ne vont pas les amener. Ils vont les utiliser et ils vont les ramener parce qu'ils ne vont pas les baser dans le coin. Donc, ils sont basés à Fairford, ils sont basés à Diego Suarez. Évidemment, ils peuvent servir pour des missions. À mon sens, ils ne serviront que pour des missions d'opportunité, comme on l'a dit tout à l'heure.
Les Américains ne vont pas envahir l'Iran, c'est pas possible. C'est pas avec 3000 ou 5000 hommes qu'on peut tenir la côte iranienne, etc. En revanche, il faut avoir tout le matériel nécessaire pour tantôt, avec un V-22 Osprey qui décolle du Tripoli, emmener 80 hommes pour mener une mission, je vous dis encore, d'opportunité, soit sur la côte, soit sur l'île de Karg, soit pas très loin, pas dans les profondeurs de l'Iran, soit on va peut-être s'apercevoir qu'il y a des gardes de la révolution islamique qui ont réussi à se rassembler dans certains endroits de l'Iran, peut-être au sud, au sud-est, je ne sais pas où. Et à ce moment-là, évidemment, on utilisera des B1, des B52. Je ne crois pas beaucoup aux B2 parce qu'ils sont très spécialisés. Puis les Américains en ont très très peu et ils sont très spécialisés. Mais les B52, les B1 peuvent servir à faire du tapis à des endroits où il y aurait des grands rassemblements ou des installations qui jusqu'ici auraient échappé aux Américains. Mais à mon avis, il n'y a plus y en avoir beaucoup. Moi, je crois que la grande vertu du B-52, c'est de délivrer des munitions qu'ils ont en masse. C'est-à-dire que là, il y a un vrai problème de missiles, il y a un vrai problème de munitions de précision, ça coûte très très cher. On les voit qui chargent ici. Voilà, donc 32 tonnes, c'est de la bombe. Alors il y a de la bombe de précision, bien sûr. On voit bien avec les bombes maintenant guidées, on fait des tas de trucs très très bien. Mais ça, c'est de la munition qu'ils ont en masse. Donc on délivre, si vous voulez, de la masse, compte tenu du fait qu'il n'y a plus de défense anti-aérienne. On peut se permettre d'aller dans un petit peu le moins précis, mais beaucoup plus volumineux pour écraser au sol le maximum de défense. De toute manière, si on veut atterrir à Karg, même si c'est par exemple c'est la 82, on peut l'imaginer qu'ils le fassent, ou des commandos, il faudra s'assurer que autour il n'y a aucune réaction adverse. Donc là, il va falloir écraser systématiquement tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est bien en surface, en tous les cas, c'est bien le rôle des B-52, c'est-à-dire libérer un bon hectare de terrain d'un coup, de manière définitive. Et là, c'est du très grand bombardement. Je ne sais pas si on peut remettre les images des côtes du détroit d'Ormuz. On voit des côtes assez désertiques avec des montagnes. Enfin, c'est pas de la montagne. C'est de la montagne. Voilà. Oui, c'est déchiqueté, c'est découpé, c'est de la montagne. Expliquez-nous là, exactement sur ces images, quand on voit les côtes du détroit d'Ormuz, ils vont bombarder quoi ? C'est la raison. C'est pas de la plage, c'est pas Rimini, si vous voulez. Donc c'est extrêmement difficile à tenir parce qu'il doit y avoir un peu des criques comme des calanques, comme à Marseille, là où on peut se cacher, un peu de n'importe où. Il y a de la montagne. Donc même quand on accoste sur la côte, il faut tout de suite crapahuter en hauteur. Ça ne se fait pas comme ça. On le voit là, vous voyez. Donc la géographie commande militairement, et là vous avez un vrai problème physique, humain, compte tenu que cette côte qui est montagneuse va jusqu'au fond du golfe Persique. Donc vous voyez, si vous voulez tenir 800 km avec 5000 hommes, moi je vous souhaite bon courage. Toute la question est de savoir parce que clairement, Darius, l'Iran est passé à une phase de guerre asymétrique. Il ne cherche pas à affronter en bataille navale l'armada américaine. C'est vraiment la guerre asymétrique. Et toute la question est de savoir si ces Iraniens, que Donald Trump a qualifié d'astucieux ou d'intelligents, est-ce qu'ils ont anticipé ça ? Est-ce qu'ils ont préparé précisément cette guerre asymétrique, c'est-à-dire préparé ou anticipé les endroits où les Américains essaieraient de les attaquer, de débarquer pour les prendre au piège? On ne le sait pas, mais ce n'est pas à exclure. Ce n'est pas à exclure qu'en fait que le régime qu'on croyait mourant dès le premier jour après qu'il eût été décapité, mais visiblement il est toujours en place. Il a peut-être anticipé des choses intelligentes dans le domaine de la guerre asymétrique, et l'Amérique va devoir s'adapter à ce nouveau type de guerre que livre l'Iran. Le général Desportes dit toujours il y a une espèce de culture du bombardement dans l'armée américaine. Regardez cette séquence, c'est une des plus marquantes de toute cette guerre. C'est Trump il a sa maquette du B2 et il la prend sur son bureau, il la montre, il la déplace, il la caresse en disant voilà, ça c'est vraiment le bijou. Il dit c'est une œuvre d'art. Montrez-moi cette maquette de notre magnifique bombardier B2. Ça a l'air petit, mais en vrai, il est beaucoup plus grand. C'est le seul avion qui est capable de porter une bombe de 200 000 livres. Mais si je n'avais pas envoyé cet appareil incroyable et de nombreux autres pour frapper l'Iran à minuit,
En pleine nuit, chaque bombe est tombée pile là où elle le devait. Je ne sais pas comment elles sont capables d'une telle prouesse. Aucun autre pays n'en est capable. Ça ne vous dérange pas si je garde cela là? N'est-il pas magnifique? Je le regardais et je me disais, c'est une œuvre d'art, mais comment est-ce que ça peut être efficace? C'est tellement furtif. Voilà, arrêtons-nous sur cette image qui est incroyable. Là, dans la conduite de la guerre, on comprend très bien qu'il va l'utiliser, ne serait-ce, il l'utilise déjà, hein, mais il y a là comme une présentation de la guerre. Oui, bien sûr, mais c'est de la vraie projection de puissance en fait. Et c'est vrai que le B2, personne ne l'a. Absolument personne. Les Russes, par exemple, ils ont le Tu-95 qui doit dater des années 50. Ça ressemble à un B-29, ça a 4 hélices ou 6, je sais pas exactement. Mais les Chinois ont un projet, non? Ouais, alors oui, les Chinois sont plus avancés. Mais là, actuellement, en plus, il doit avoir la signature à peu près d'une hirondelle. Donc, effectivement, technologiquement, c'est absolument, il n'y a pas l'équivalent. Ça coûte $1 milliard ou $2. En plus, c'est 2 milliards. Ouais, voilà. Donc ça, c'est la réalité. Et puis ça délivre des bombes d'extrême précision. Donc effectivement, c'est un joujou dont ils ont un nombre d'exemplaires tout à fait limité, une vingtaine, je crois. Et donc personne ne peut tenir la dragée. Mais c'est de la vraie projection de puissance. C'est comme quand on sort le porte-avions finalement. C'est qu'on montre ce que l'on a et que personne d'autre n'a au monde. Et c'est la vérité. Et ça, il faut le dire. Mais bombarder, c'est ce qu'ils ont fait au Vietnam. Ils ont déversé contre le Vietnam du Nord plus de bombes que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas fait changer d'un iota la détermination du régime communiste du Nord-Vietnam de Ho Chi Minh. Pour parler de changement de régime, ils ont bien fait un changement de régime à Saïgon, mais dans le sens inverse, puisqu'ils ont installé pour de bon le communisme à Saïgon. Isaac Barchicha, vous nous avez rejoint. Isaac Barchicha, vous êtes vice-président de la République à l'étranger, soutien du président Trump. Votre réponse à ces réserves qu'on entend en plateau, le général Richoux, Renaud Girard sur le thème, ils sont en train de s'enliser. Ils nous montrent ces B2, ils nous montrent toute la liste de ces bombardiers qui sont en train d'arriver, mais en réalité, ils sont en train de s'enliser et les choses se passent mal pour vous. S'ils avaient raison, ça se serait. On n'en serait peut-être pas là. Il serait peut-être aussi temps de voir la copie différemment. Je voudrais quand même rappeler quelques points élémentaires, si vous me permettez. C'est que depuis des années, on nous critique Trump. Sur la scène internationale, personne ne voyait son retour. Aux USA, on essaie de le mettre en prison. Aux élections, il fait un strike. Depuis 14 mois, il est ultra présent sur la scène internationale. Je vous rappelle qu'il a 80 ans, il ne connaît pas la semaine à 35 heures. Donc, il faut quand même se dire les choses. Mais sur la guerre, allons droit au but, Isaac Barchicha. Est-ce que la guerre maintenant, là, ce qui se passe maintenant? Alors, maintenant qu'on a répondu à cette introduction, il faut comprendre Trump et ce facodeur que j'utilise souvent, c'est-à-dire qu'il il ira jusqu'au bout de sa mission. On a ensemble réfléchi depuis 2-3 mois à toutes ces préparations qu'il avait fait. Aujourd'hui, il essaye d'envoyer des messages très puissants, non seulement aux Iraniens, en disant « je n'ai plus personne avec qui parler, le peuple, attention, j'arrive », les seuls dirigeants qui pourraient être éventuellement mes futurs interlocuteurs, réveillez-vous, j'arrive. Et il parle aussi à Macron et à d'autres dirigeants, attention, on a besoin de travailler avec vous, même si militairement, on n'a pas forcément besoin de vous. Donc c'est une façon de tendre la main et de dire... Si vous voulez ensemble, on peut y arriver plus facilement. Mais si vous voulez que je fasse le job seul, j'en suis capable. Alors Isaac Barchicha, écoutons-le, puisque ce soir, effectivement, comme vous l'introduisez, le président Trump appelle la France et le Royaume-Uni à entrer dans la guerre. Écoutez en quels termes il dit « Les Français et les Anglais, nous vous avons aidés pendant 40 ans, c'est votre tour de nous aider ». De nombreux pays m'ont fait savoir qu'ils étaient en chemin. Certains sont très enthousiastes, d'autres moins, notamment des pays que nous aidons depuis de très nombreuses années. J'ai demandé, avez-vous des démineurs? Nous préférons ne pas nous impliquer, monsieur. J'ai dit, depuis 40 ans, nous vous protégeons et vous ne voulez pas vous impliquer dans quelque chose de très mineur, où très peu de coups de feu sont tirés. Ils ont répondu, nous ne préférons pas. J'ai toujours été très critique envers tous ces pays que nous protégeons. Je savais depuis longtemps que si jamais nous avions besoin d'eux, ils ne seraient pas là pour nous.
La charge du président Trump contre les Anglais et les Français. Réponse, général. Réponse, nous, on n'a jamais eu besoin des Américains. On est protégés par la bombe grâce au général de Gaulle depuis 1966. Oui, chaque sous-marin nucléaire, madame, c'est 1000 fois Hiroshima. Et vous le savez très bien, puisqu'Israël est protégé par sa bombe également. Donc, nous, notre armement, il est à 90% au moins d'origine française. On a une autonomie stratégique en sous-marin nucléaire, lanceur d'engins, en nucléaire. Est-ce que c'est le moment, etc. quand il dit aux Européens, voilà. entrez avec moi dans la guerre? Réponse. Non, parce que il fallait qu'il nous le propose à l'avance. On n'est pas des supplétifs. On va pas aller s'il n'arrive pas à faire son changement de régime, parce que on ne sait pas en fait quel est l'objectif. Isaac Barchicha nous a dit il y avait une mission, mais moi je ne connais pas. Enfin, si quelqu'un la connaît. Allez, ouvrir le détroit d'Ormuz. Alors la France, ça c'est trop facile. Non. La France soutient la liberté de navigation. En théorie, mais en action. La France a des alliés. Alors la France a tout à fait raison d'aller militairement ouvrir le détroit d'Ormuz, parce que c'est la légalité internationale, et en plus elle a des alliances au sein des pays du Golfe Persique. Donc elle a tout à fait raison. Est-ce que la France doit se mêler d'une opération militaire illégale non autorisée par les Nations Unies de changement de régime en Iran? La réponse est non. Bon, moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est sur le fait que je suis d'accord avec le président Trump sur l'Ukraine, quand il dit les Européens ont demandé l'aide des États-Unis sur l'Ukraine. Et donc là, il est en train de dire, voilà, c'est donnant. Quand vous avez besoin de nous, on est là, et maintenant, on aimerait bien que les Européens viennent avec nous. Et je le rattache à ma région en tant qu'affaire. Ce que Trump a fait, c'est le Conseil de la paix dans la bande de Gaza, en impliquant énormément de pays. Et on a l'impression que c'est un peu la continuité de ça. Trump, son ambition, c'est de remplacer l'ONU. D'accord, il considère que l'ONU c'est pas nécessaire, ça prend trop de place à Manhattan, et il veut remplacer l'ONU, il le dit souvent, par son Conseil de la paix, et que son Conseil de la paix devienne une espèce d'organisation internationale qui soit l'organisation de Donald Trump. Et en l'occurrence, je pense que ce serait l'occasion pour lui de dire, regardez, les Européens devraient y aller, d'après vous? Les Européens doivent défendre leurs intérêts. Les Européens, c'est leur intérêt de défendre la démocratie au Proche-Orient, ça oui. Donc ils devraient y aller, d'après vous? Alors. Non, mais en fait, ce qui est très compliqué, c'est qu'on n'a pas du tout été consulté, même pas informé. Donc on nous demande au milieu du gué d'intervenir sans qu'on sache sur quelle base, et la demande est faite de manière extrêmement cavalière, en disant on n'a pas besoin de vous, c'est une opération mineure, mais voilà, maintenant notre intérêt, regardez, c'est Lieberman, évidemment... très Quai d'Orsay, c'est très cavalier, monsieur, mais enfin, comment... Non, ça paraît une évidence. Il dit qu'il y a une urgence. Notre intérêt, c'est que les Américains gagnent dans cette guerre, bien évidemment, et que ce régime tombe. En même temps, ça veut dire qu'on prend aussi énormément de risques, parce qu'on entre en guerre dans ce cas-là, et il y aura des rétorsions, il y aura des morts. Donc on ne peut pas le faire comme ça d'un jour à l'autre. Notre intérêt, tout à fait que les Américains gagnent, vous avez tout à fait raison, notre intérêt est que les Américains gagnent, même je vais dire au-delà. Notre intérêt est que les Américains parviennent à ramener l'Iran dans le giron américain, et même que effectivement il y ait la paix et des très bonnes relations commerciales entre Israël et l'Iran, comme il y avait du temps du Shah. C'est ça notre intérêt, ça c'est tout à fait sûr. Mais le problème, c'est que nous sommes sceptiques. C'est-à-dire nous ne croyons pas que cette opération va aboutir à ce résultat-là. Et nous avons vu ça en Irak. Voilà. Et nous pensons qu'en fait, ils n'iront pas jusqu'à ce résultat-là, et qu'ils peuvent mettre tout le chaos dans l'ensemble du Moyen-Orient, comme nous-mêmes d'ailleurs, dans une opération conjointe, nous avons mis le chaos en Libye et dans tout le Sahel. Et donc ça, qui est le chaos au Moyen-Orient, nous, Français, nous n'y avons pas intérêt. Attendez, laissez juste Isaac Barchicha tenter de vous convaincre. Isaac Barchicha, si vous étiez secrétaire d'État américain, vous avez fort à faire, là. Vous devez convaincre monsieur là, madame, monsieur ici. Pas encore. Comment vous pourriez les convaincre d'entrer dans la guerre? Mais j'ai pas besoin de les convaincre. Je sais qu'au fond d'eux, ils sont convaincus. Ils ont juste du mal à l'exprimer. Alors on va les aider. On va les aider. Déjà, vous m'excuserez, général.
Vous avez la mémoire courte, pourtant vous avez des cheveux gris, vous pourrez m'en apprendre sur l'histoire de la France et l'histoire internationale. Le D-Day, ça vous rappelle quelque chose, le 6 juin 1944, quand vous dites on n'a pas besoin des Américains, on leur doit pas forcément grand-chose. Moi je suis désolé, une histoire c'est des ça années... vous dit quelque chose, Chesapeake et puis la bataille de Yorktown? C'est le final. Je finis mon Moi je peux vous assurer que vous auriez encore un drapeau britannique si on n'avait pas été là. Vous êtes venus, on est venus aussi. Donc voilà, donc c'est bien de nous rappeler 44. Moi je peux vous rappeler aussi l'histoire. Ouais. Mais c'est pour ça que les deux pays, la France et les États-Unis, c'est comme si je devais choisir entre mon père et ma mère. Je ne choisis ni l'un ni l'autre, je les choisis ensemble, doivent travailler ensemble. Et ça, c'est le point important. Il faut arrêter aussi de dire quand on n'a pas été consulté, mais la réalité des faits, auriez-vous dit oui? Non, probablement non. Et donc, on aurait fait quoi? On aurait été quand même, les États-Unis de Trump auraient été quand même au conflit, sachant que vous avez dit non. Alors, on avance et on voit ce que ça donne. Aujourd'hui, clairement, il y a des opportunités. Je ne veux même pas parler des opportunités business, même si on sait que Trump est un businessman et qu'il y aura des opportunités pour des pays européens plus tard. Mais il y a aussi cette notion de défendre les intérêts de la France dans la région, défendre l'histoire de la France, de la liberté des peuples et de la liberté de ce qui se passe dans la région. C'est aussi ça qui fait faire part de l'histoire et pas juste regarder l'histoire comme spectateur. On est souvent velléitaire en France, on voudrait, c'est bien, mais on n'est pas prêt à prendre une action. Alors prenez une bonne fois pour toutes une action. Là, l'action, c'est de s'associer avec Trump dans un schéma à définir pour retrouver une région qui sera sans doute apaisée. Myriam. Pour répondre au scepticisme, les Iraniens, le peuple perse en l'occurrence, ce ne sont pas les Irakiens, ce ne sont pas le reste du monde arabo-musulman. Et je le sais en tant qu'Israélienne parce que tous les jours on échange sur les réseaux sociaux, ils sont différents. Et c'est pas du nation building comme vous avez dit tout à l'heure, c'est donner la liberté à un peuple qui le demande. C'est des gens qui sont différents et qui ont des notions différentes de ce qu'ils veulent pour leur pays. Donc on n'est pas dans une situation où on parachute la démocratie de l'extérieur, on est dans une situation où on vient sauver un peuple qui crie au secours et pour le coup très très fort, y compris en France et là où ils sont et partout, et ils sont beaucoup plus près. Alors certes l'opposition iranienne elle est divisée, mais ils sont beaucoup plus près que d'autres peuples du Proche-Orient pour une transition de pouvoir. Est-ce que vous êtes prêts, vous les Israéliens et les Américains, ce qui est très important, c'est d'aller jusqu'au bout de ce changement de régime, de la stabilisation et de la prospérité de l'Iran? Est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout, ou vous ferez comme les Américains ont fait en Afghanistan? Ils ont essayé, ça n'a pas marché, et donc ils ont laissé, au bout de 20 ans, les talibans. Ils ont rendu en fait le pouvoir aux talibans. On va avancer, parce que quel est le risque maintenant? Là, à l'heure où nous parlons, 23h42, nous sommes toujours en émission spéciale sur l'opération menée par les Israéliens et les Américains contre la République islamique d'Iran, avec des développements très importants ce soir. C'est le contre-coup sur tout le Golfe. Je ne sais pas si on peut faire la liste de tous les pays qui sont touchés, mais maintenant, entre l'Arabie Saoudite, l'Irak, 17 pays, dites-vous. Je crois 17 pays au total touchés, ouais. De Chypre jusqu'à Oman. Extension. 17 pays touchés. Et regardez ces images très impressionnantes à l'aéroport de Dubaï. Les flammes, l'épaisse fumée qui s'élève de l'incendie aux abords de l'aéroport international de Dubaï. C'est une attaque de drone qui a provoqué l'incendie, notamment d'un réservoir de carburant. Et évidemment, cette image-là, Dubaï qui devrait être un havre de paix pour la région, et vu de Trump, pour lui, c'est très important. Voilà, 30-40 000 euros, un drone. Et puis ça fait ça, donc là il y a une cuve, une partie au moins de stockage, peut-être de raffinerie, on ne sait pas ce que c'est, qui est détruit. Donc on voit bien que là, les Iraniens ne font pas la guerre à l'armée américaine, ils font la guerre dans un autre champ, qui est le champ économique, en élargissant le conflit pour que tout le monde fasse pression sur Trump. Et on a bien vu d'ailleurs, je crois que c'est David Stark, non, comment il s'appelle, David Sachs. Oui, Stark, qui est spécialiste de l'intelligence artificielle, qui a appelé à la fin des combats, parce que c'est mauvais pour le business. Donc il commence à y avoir des pressions, et donc là ils sont typiquement dans un combat asymétrique dans le champ économique. Et je vous passe tout de suite la parole, regardez cette image, nous la recevons à la seconde précisément, c'est à Bagdad contre un hôtel, et on voit que pendant que nous parlons exactement, il est 2h30 de plus je crois à Téhéran, Bagdad qui est frappé par les drones, j'imagine c'est un drone, je sais pas si, ou un missile. C'est un Shahed vu le bruit. Ouais, ça c'est pas un missile, parce qu'un missile ça peut faire tomber une partie de l'immeuble. Là visiblement il y a une charge d'explosif assez limité. Voilà. Aurélien, écoutons le bruit parce que vous reconnaissez à l'oreille les Shahed, vous. C'est ça, c'est le bruit que les Ukrainiens entendent toutes les nuits par ailleurs. Ça, c'est le bruit de moto d'un Shahed, vraiment. D'ailleurs, une chose, puisque vous montriez aussi les images de Dubaï, je rappelle que l'armée de l'air française intervient tous les jours pour abattre des drones Shahed notamment, qui pleuvent sur les Émirats Arabes Unis.
l'armée française est déjà impliquée, sans être en guerre contre l'Iran, dans la défense de la région. On est déjà proactif. Le risque du désordre, cette image-là, quand on entend ce drone qui vaut effectivement peut-être 30 000 euros. Ah non, beaucoup moins maintenant. C'est estimé à plutôt $4 000 désormais. Okay, $4 000. $4 000, ils arrivent à... L'Irak est un très grand pays, acteur de la région, ils arrivent à créer un désordre très inquiétant. Ils en ont des milliers. Non, mais ils créent le désordre, effectivement, dans l'ensemble de la région et dans les Émirats qui, normalement, sont stables et qui accueillent des centaines de milliers, pas seulement de touristes, mais également de résidents permanents. Ils accueillent des conférences internationales. Et ce matin, j'ai des amis qui arrivaient d'Asie et qui m'ont dit l'avion pour Paris était plein parce que tous ceux qui passaient normalement par Dubaï maintenant passent par Paris pour se rendre dans les autres pays de la région. Et effectivement, c'est des conséquences économiques qui sont très dures pour ces pays. Les dirigeants, leurs dirigeants, ils appellent en douce Donald Trump et en disant vous continuez le job. Ah, très intéressant. Double jeu de qui? Des Saoudiens en particulier? Des Saoudiens, des Émiratis également. Donc, ils voient bien, maintenant, ils savaient bien que l'Iran constituait une menace, mais ils considéraient qu'ils s'étaient arrangés avec eux. Ils constatent maintenant qu'ils sont frappés alors qu'ils ont voulu être neutres et que donc c'est un danger qu'il faut éliminer. C'est une bonne politique, d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas tolérer ou bien une bête blessée. Là, la bête iranienne est blessée, donc elle peut être enragée. Et donc, ce que disent effectivement les pétromonarques, c'est aux Américains, maintenant que vous avez... commencer cette chasse à courre, il faut servir le cerf, il faut tuer l'animal. Oui, s'ils veulent tuer l'animal, pourquoi ne participent pas-ils pas? Je veux dire que l'Arabie Saoudite a quand même une armée ultra puissante dans la région. Les Émirats Arabes Unis ont une armée qui est assez conséquente et également, me semble-t-il. Donc on peut pas être comme ça hypocrite au point de dire faites le job et puis moi je m'en lave les mains comme Ponce Pilate. Parce qu'en fait, les populations, au lieu de se rallier autour du drapeau, en fait, les populations sunnites de ce monde arabe sont plutôt, c'est un paradoxe, du côté de l'Iran chiite. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été extrêmement inquiets, ça c'était le rôle des réseaux sociaux, par les déclarations de l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, qui envisageait un grand Israël qui allait jusqu'à l'Euphrate, vous vous souvenez. Et ça fait beaucoup. Ça, dans les réseaux sociaux, ça a eu un énorme impact dans les pays arabes, et c'est considéré par ces populations-là comme inacceptable. Donc vous n'avez pas le risque maintenant. Est-ce qu'il est vrai qu'on en est au point même où le ravitaillement pourrait être problématique à Dubaï? Oui. Enfin, c'est-à-dire que ce qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez déjà 7 ou 8 bateaux maximum qui quittent le détroit d'Ormuz tous les jours, et il y a aussi tout ce qui est, quand on parle du ravitaillement, vous parlez de tout ce qui est raffinerie, etc. Non, même on dit l'alimentation, tous les fournitures à Dubaï on n'en est pas là, ils sont pas affamés à Dubaï. C'est bien intercepté, c'est-à-dire que les Émiratis, oui, sont visés, oui, il y a des morts, mais globalement c'est bien intercepté, ça tombe pas régulièrement, donc la vie continue. La vie continue, c'est quand même très ennuyeux. Tous ces pays dépensent tellement d'argent pour être protégés. Ils achètent des Rafales, ils achètent des F-35, ils achètent etc. Ils achètent des gens, ils achètent des agences de com, ils signent le carnet de chèques sans arrêt pour être protégés et ils sont pas protégés. C'est emmerdant. C'est-à-dire que déjà, c'est le seul pays au monde qui a acheté le Leclerc. D'ailleurs, les Émirats Arabes Unis et 80 Rafales. Là, les Français les protègent. Les Français, encore une fois, vont littéralement tous les jours dans le ciel des Émirats Arabes Unis pour les protéger. Avec des limites, c'est ce qu'on apprend ce soir. C'est-à-dire que les Rafales français qui défendent le ciel des Émirats Arabes Unis, eux-mêmes seraient parfois à court de missiles. Des dizaines de missiles Mika ont été tirés depuis le 28 février et selon des informations données en particulier par La Tribune, le taux d'interception est excellent, bravo l'armée française. En revanche, les réserves sont limitées et on est au point où les stocks seraient très endormis. On en a quelques centaines, et puis il y aurait 24 Rafales dans la région, sans compter le Charles de Gaulle, donc vous imaginez, et un Mika, on peut en mettre 4 à 6 sous l'aile, donc si à chaque fois vous en tirez 24, vous en tirez 4, vous avez déjà presque tiré 100. Et je crois que les dernières commandes, elles étaient peut-être de 600 ou 650, quelque chose comme ça, missiles. Et donc, effectivement, il va y avoir un problème de stock rapidement, avec aussi un problème économique, parce qu'un Mika, ça coûte $600,000. Et donc, quand on tire du c'est pour ça que des dronistes sont arrivés, des dronistes ukrainiens sont arrivés. Moi, je connais une équipe amie, des journalistes qui sont au Qatar, et dans leur hôtel,
sont arrivés des dronistes ukrainiens parce que eux, ils savent lutter très bien contre ces missiles Shahed, puisqu'ils le font en Ukraine depuis 3-4 ans. Mais restons là-dessus, sur le risque du désordre, c'est-à-dire là, si effectivement, même la France est à bout de missiles et qu'on apprend qu'on n'arrive pas à rétablir l'ordre, Isaac Barchicha, on est quand même très loin là de la petite excursion dont parlait Trump. C'est pas une excursion, c'est une façon d'exprimer le besoin d'attirer les autres pays qui ont des intérêts dans la région. On citait la France avec le Rafale qui devrait être la meilleure publicité pour l'armement français et que pour l'instant on ne voit pas forcément des interventions extérieures. On parlait de Dubaï, mais vous savez que par exemple, Israël a réouvert son aéroport partiellement. Elle arrive à évacuer des milliers de personnes tous les jours. Donc c'est une façon aussi de dire que la vie doit continuer. Dubaï est en train de s'organiser, on a vu avec les influenceurs le changement de discours. Et pour revenir à l'état de guerre, moi je voudrais quand même rappeler un point. Regardez ce que fait l'Iran avec encore une fois 17 pays à tout va à n'importe quelle heure. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire éventuellement avec une folie kamikaze? Peut-être de cibler des intérêts européens ou carrément l'Europe. Et pour finir, et ça c'est un point très important, c'est ce qu'on voit en Russie avec l'Ukraine depuis 3 ans. L'Europe a dit on va sortir les gros bas, on va attaquer, on va défendre l'Ukraine. Et là, Trump demande de l'aide pour voir comment vont réagir les dirigeants européens. Et on voit à nouveau que là, ça se dégonfle. Apparemment, en coulisses, et je remercie l'ancienne diplomate sur scène aujourd'hui, qui nous dit que beaucoup de dirigeants, en tout cas, sont très contents de voir Trump faire le sale boulot pour les autres. Sur ce qu'on peut faire en situation d'urgence, parce que sinon on peut commenter notre propre impuissance et crier au désastre dans une semaine si on est à court de missiles. Les Ukrainiens, par exemple, proposent de vendre, ils ont des centaines de milliers de drones low cost d'interception. Eh bien, mettons notre ego de côté, acceptons que nos stocks sont faibles, mais que ceux des Ukrainiens sont conséquents, et que l'industrie française accepte qu'on est dépassé sur le segment de l'interception massive de drones et de missiles. Réservons nos missiles aux missiles des Iraniens, ça tombe bien, ils n'en ont pas en infini. En revanche, face aux centaines de drones tirés par les Iraniens tous les jours ou presque, acceptons d'acheter aux Ukrainiens et de mettre notre ego de côté. Le risque là, est-ce que les Iraniens effectivement réussissent un coup? Toutes les images qu'on a là, où ils arrivent, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Cette tour à Dubaï, je ne sais pas si on peut montrer ce qui se passe à Dubaï, où cette tour qui incarnait, c'est une de ces tours qui incarnait la richesse de Dubaï, la sécurité de Dubaï, de toute cette région. Les Iraniens, dites-vous, ont réussi. Voilà, c'est cette image-là, qui est parmi les plus terrifiantes pour l'ordre. C'est désastreux pour l'image de Dubaï, qui est le symbole de la paix, de la prospérité, de la finance, du tourisme, de ce que l'on veut, etc. Et donc là, oui, c'est absolument désastreux, mais c'est ce que veulent les Iraniens. C'est-à-dire que il y a pas d'effet militaire. Là, il y a aucun effet militaire. Il y a un effet symbolique, médiatique, économique, et donc qui est surdimensionné par rapport à 50 kilos d'explosifs, si vous voulez. Voilà, avec 50 kilos. Alors, si c'est vrai qu'il coûte $4 000, vous voyez un petit peu ce que vous faites. Vous montrez une forme de symétrie dans la réponse iranienne par rapport aux Américains, symétrie qui n'existe pas dans la réalité, bien entendu. Est-ce que le scénario du désastre existe? Il y a des guerres qui ont très très mal tourné. En Afghanistan, alors le Vietnam, c'est l'exemple, on donne toujours, c'est sans doute exagéré, mais est-ce qu'il y a le risque du désastre où l'ensemble de cette intervention bascule dans l'aventure complète? J'ai envie de dire si on continue de la lancée actuelle, mais il faut qu'on sorte aussi d'un certain confort dans lequel on est, dans l'idée que ça va être, au fond, la guerre zéro mort dont on parlait il y a 30 ans. Le désastre peut être conjuré avec des moyens beaucoup plus massifs de la part des Américains, y compris les troupes au sol. Si on raisonne avec le même niveau de force déployée dans la région... Mais c'est un engrenage. Oui, c'est l'engrenage. Il y a 2 échappatoires. Soit effectivement c'est le désastre avec l'enlisement dans une guerre asymétrique qui est menée par les Iraniens, soit les Américains vont au bout. Et quand on dit aller au bout, faut assumer de leur part beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de pertes. Ils devront en passer par là. Je vais pas être trop long, mais il y a une certaine hypocrisie de l'autre part où ça fait 4 ans qu'on dit que c'est le retour du tragique dans l'histoire, il faut se déniaiser, l'histoire redevient brutale, etc. Et de l'autre côté, les Américains n'accepteraient pas d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort dans cette opération. Il y a l'éthique de conviction américaine. L'éthique de conviction, c'est ce régime est dangereux parce qu'il cherche à avoir l'arme nucléaire. Et c'est vrai que c'est inacceptable que l'Iran se dote de l'arme nucléaire parce qu'il construit des missiles balistiques, parce qu'il a des proxys. C'était l'axe chiite. Le risque de l'engrenage. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ça, c'est l'éthique de la conviction. Il faut aussi une éthique de la responsabilité. Si vous commencez une guerre,
vous êtes responsable de ce qui vient ensuite. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'à la paix. Si ça prend un mois, ça prend un mois. Si ça prend 6 mois, ça prend 6 mois. Si ça prend 6 ans, ça prend 6 ans. Si ça prend 30 ans, ça prend 30 ans. Mais vous ne pouvez pas laisser le chaos derrière vous. Et c'est ce qui a été fait en Irak, c'est ce qui a été fait en Libye. Eh bien, c'est ce qui a été fait en Afghanistan. Eh bien, il faut éviter cette situation. Alors, je pense que Donald Trump, comme les dirigeants américains, savent très bien que la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, ce sont des contre-exemples. C'est pour ça qu'effectivement, il dit pas de construction de la démocratie, pas de nation building. Et la différence entre l'Irak, ils n'avaient rien demandé. Au contraire, les Iraniens, ils demandent une aide, ils demandent une intervention, absolument, y compris de Trump. Quand ils étaient dans la rue, c'est ce qu'ils demandaient. Aujourd'hui, on ne les entend pas, on ne les voit pas parce que c'est trop dangereux dans les rues de Téhéran, mais ça correspond quand même à une demande d'une population. Et ça correspond, in fine, on l'aurait sans doute pas fait. C'est vrai que la guerre est illégale. Pour autant, elle n'est peut-être pas nécessairement illégitime. Mais une fois qu'elle est commencée, encore une fois, notre intérêt, c'est que cette guerre soit gagnée. Oui, mais là, vous dites d'emblée que le but de la guerre de Trump affirmé, c'est le renversement du régime, ce que je ne crois pas depuis le début. Ça, il est à géométrie variable. Vous avez d'ailleurs parlé du tour de rade. À géométrie variable, ça tourne. Donc, on peut pas dire qu'il est entré en guerre en réponse aux Iraniens dans la rue. Parce que sinon, il l'aurait fait avant. Parce que quand il est entré en guerre, les Iraniens n'étaient plus dans la rue. Il y avait 30 000 morts. Mais il n'avait pas les moyens. Cela étant, est-ce qu'il est en train de progresser? Écoutez Trump qui se vante ce soir d'avoir tué un très grand nombre de dirigeants iraniens au point même qu'il n'arrive plus à trouver à qui parler. Et on va voir que ça correspond exactement au dernier développement de la soirée, puisqu'il parle d'une guerre encore prolongée et il est en train même de remettre son voyage à Pékin. Écoutez-le. S'ils veulent négocier, alors, pas certains nous ont demandé pourquoi est-ce qu'on négociait. Moi, je parle à tout le monde. Parfois, il y a une issue favorable. Mais je ne sais pas s'ils sont déjà prêts. Je ne suis pas sûr qu'ils soient déjà prêts. Et on ne sait même pas quels sont leurs dirigeants. Tous leurs dirigeants sont morts. Tout en... Ce que nous savons, ils sont tous morts, on ne sait pas avec qui négocier. On a éliminé le premier groupe, puis le deuxième groupe... Ils ont dû nommer d'autres dirigeants parce que le premier groupe était mort, le deuxième groupe a été neutralisé, tous morts, et le troisième groupe, je pense qu'ils sont un petit peu angoissés de nous rencontrer. Je ne sais pas, s'ils ne sont pas angoissés, alors ce sont des fous. Mais on a rencontré donc le troisième groupe et on ne sait pas vraiment qui est à la tête de leur pays. Il y a des gens qui veulent négocier, mais on ne sait pas qui ils sont. Est-ce qu'ils sont en train, là, de réussir leur coup? Vous avez été très critique avant, effectivement, sur les risques d'enlisement, mais petit à petit, le régime qui prend des coups, regardez ces images, les gardiens de la révolution, qui sont les plus durs et les plus dangereux de ce régime qui a tué tant de malheureux, qui en seraient réduits souvent à être sous les ponts, à être dans les tunnels des autoroutes. Les postes de contrôle sont tenus de plus en plus par ces forces de sécurité iraniennes dans le tunnel de l'autoroute de Téhéran, par crainte des drones israéliens et américains. Cette image-là, elle est extraordinaire, parce qu'évidemment, pour les opposants iraniens, ils se disent là, quand même, ils sont un peu moins flambards. C'est un début de victoire en soi. Je voudrais pas me renier, avoir défendu l'idée d'une intervention pour renverser un régime il y a 3 semaines et je vais plus rien avoir avec ça. Je pense que dans la durée, ça finit par marcher. Le seul fait que, alors, ils ont bravé les Américains quand Ali Larijani était dans la rue, dans une manifestation, la seule, pour l'instant, en public, il a même dit que les Américains se tairaient dans l'île de Jeffrey Epstein. Alors, il a provoqué les Américains. Mais cela dit, l'essentiel du régime iranien aujourd'hui se planque, et je ne parlerai pas du guide suprême dont on s'interroge, c'est un peu le chat de Schrödinger sur l'état de santé. Oui, vous avez deux lectures en fait. Soit on considère qu'ils se terrent comme des rats, ils se planquent, comme le dit Aurélien, soit ils s'adaptent. Et heureusement qu'à la guerre, on reste pas sous le bombardement comme des gros flancs en attendant les bombes. Non mais franchement, non mais c'est pas un signe d'un régime qui flanche. Évidemment, c'est pas un régime qui flanche, c'est le signe d'un régime qui s'adapte. Alors moi je suis d'accord sur le fait qu'ils sont affaiblis, bien entendu. Là, c'est une évidence. Mais en tirer le fait qu'ils ont changé, qu'ils se sont mis dans des tunnels pour pas être bombardés comme un signe de faiblesse, je dis qu'ils ne le feraient pas. Mais franchement. Voilà. Et en fait, parce que les Israéliens qui
ont une vision extrêmement claire de ce qui se passe à Téhéran, ont pu, grâce aux moyens satellitaires, ou peut-être aussi des renseignements au sol dont ils bénéficient,